week-end, et donc elle revenait. Alors comme je vais probablement dire pratiquement la même chose, tout le monde à sortir, enfin des gens qui l'ont déjà entendu vont dire pareil qu'il est bien gentil, mais il est très âgé, il se répète. Donc je risque d'en été beaucoup. Alors autre chose qui me panique, c'est qu'on m'a demandé d'être bref, que je ne sais pas faire. Puisqu'une des dernières fois où j'avais fait une conférence, c'était dans une banlieue, il y avait des gens sympathiques, et j'étais arrivé en retard, ce qui est un de mes grands défauts, et donc j'avais commencé la conférence, et puis bon, j'ai eu un coup de fatigue. Je leur ai dit, écoutez, ça ne vous dérangerait pas qu'on arrête 5 minutes, donc la conférence a commencé vers 9h, on arrête 5 minutes, je prends un petit verre et puis on continue. Et puis ils ont tous rigolé, je dis, oui, rigole, c'est pas. Il était 3h15 du matin. Alors là, je dis, on arrête. Et ils m'ont dit, non, mais on voudrait vous montrer votre observatoire. Et ils m'ont montré leur observatoire, m'ont posé des questions. Et je suis rentré chez moi, il était 7h30 du matin. Et alors, ma compagne m'a dit, tu viens d'où? J'ai dit, j'ai fait une conférence. Elle m'a dit, trouve autre chose. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va terminer. Alors, le thème Enfant du Soleil, c'est un peu, c'est un peu une présentation d'une question qui est vraiment une question de nos origines. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Si je me répète par rapport à des gens qui m'auraient déjà entendu, je suis ici pour en fait répondre à vos questions. Donc, vous êtes nombreux, vous levez la main et puis on peut débattre. D'autant plus que vous savez que tout à l'heure, ils ont annoncé il y a quelque temps que l'univers, on est en train de mesurer les constantes cosmologiques, ça n'a rien à voir avec le système solaire, donc si vous avez envie de poser des questions d'actualité, on peut en parler. Hein. Je suis loin de tout connaître sur ce sujet, mais comme je ne suis pas le seul, ça va, on en parler quand même. Donc, en gros, ce que je vais essayer de faire, c'est non pas de vous raconter le détail des théories où on en est sur l'origine, mais essayer de faire comprendre un petit peu comment nous, en tant qu'astrophysiciens, on s'y prend pour essayer de comprendre quelles sont nos origines et quelle est notre démarche. Donc j'insisterai beaucoup plus sur la démarche que sur vraiment des résultats. Et en tout cas, si vous venez pour apprendre quelles sont nos origines, alors là, je voudrais vous résumer ma conférence en quelques mots. Donc si on m'interrompait brutalement parce que le temps imparti est dépassé, donc retenez en gros comme résumé de la conférence, c'est en gros on ne sait pas. Hein. Vous avez retenu ça, j'ai bien retenu la conférence. Alors maintenant, on ne sait pas, mais par contre on sait comment ça ne s'est pas passé. C'est ça qui est important. Et là aussi, il faut essayer de comprendre quelle est la démarche d'un scientifique. Un scientifique n'est pas quelqu'un qui vous apporte la vérité. Donc ça y est, il y a une espèce de mythe, la science, c'est la vérité, on a la certitude, les experts, entre guillemets, ils vont nous dire ce qui se passe, etc. C'est pas du tout ça. Je dirais même que lorsque des gens vous enseignent des vérités avec un ton assuré, c'est une certitude, c'est un fait, etc., vous pouvez être sûr que c'est des gens qui peut-être à l'école étaient très bons, mais pas dans la discipline scientifique. Hein, la science, c'est essentiellement le doute. Et après, on ne passe pas son temps à dire je ne sais pas, etc. Non. Mais il faut que vous compreniez qu'en fait, nous avons à notre disposition deux outils. Un outil, c'est le cerveau. Bon, avec moi, le mien, il a 400 000 neurones par jour, donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et puis enfin, il y en a qui en est un plus jeune. Et puis l'autre, c'est ce qu'on observe. Et il faut bien comprendre que ces deux outils sont complémentaires. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une explication du monde par la pure pensée, comme l'a imaginé Platon, comme l'a imaginé certaines personnes, eh bien c'est un peu vain, parce que si vous pouvez imaginer ce que vous voulez, et vous ne serez jamais contredit. Mais en même temps, si vous observez le monde sans jamais observer ce qui se passe, ça n'a pas grand intérêt, c'est une somme de recettes décuisibles. Donc il faut comprendre qu'on observe des choses, que du coup on essaie de les interpréter, donc on fait ce qu'on appelle un modèle, on dit voilà comment ça se passe. Et ce modèle n'est pas la vérité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais est un outil pour tester la suite. C'est-à-dire que si vous dites ça se passe comme ça, ah oui, si ça se passe comme ça, alors on devrait voir ça, alors allons le voir. Si on le voit, dans la bonne direction. Si on ne le voit pas, on se dit il faut faire demi-tour, il faut jeter le modèle. Et donc il faut bien comprendre cet aller-retour entre le modèle et l'observation, c'est comme ça que fonctionnent les scientifiques. Et le modèle n'est qu'un outil. Et j'insiste beaucoup dessus parce qu'on annonce quelquefois dans les journaux de nouvelles scientifiques, c'est extraordinaire, on a compris ci, on a compris ça. Non, on a amélioré plus ou moins un modèle. Et je dirais que les astronomes peuvent être assez modestes, parce que les astronomes, ils ont quand même vécu pendant environ 1500 ans sur un modèle qui était complètement faux, qui était modèle avec des hélicycles. On mettait la Terre au centre de l'univers, puis on mettait des cercles avec des hélicycles, dans des hélicycles, et avec ça on décrivait le monde des planètes. Et ceci avait été fait à la suite d'observations remarquables de Hipparque en moins 150, par quelqu'un qui avait pu faire quelques grandes écoles, passer des concours difficiles quand on était jeune, c'était Ptolémée, en plus 150, et donc un modèle très compliqué, avec des cercles emboîtés, des hélicycles. Et quelques siècles plus tard, en 1277, celui qui faisait la conférence le soir à l'Institut astrophysique, il s'appelait Jean du Sacré-Bois, Jean de Ferrand-Bosco, et bien dans son cours d'astronomie, il emboîtait 27 hélicycles pour décrire le mouvement des planètes. C'était très compliqué, vous imaginez les concours aux grandes écoles à cette époque-là, je trouve qu'il y avait des épreuves extraordinaires. Et puis ce modèle, il marchait pas mal, parce qu'il prédisait où serait Jupiter, Mars, pour les planètes, et si vous voulez savoir demain où sera Jupiter le 24 janvier 2153, le modèle des hélicycles vous donne une bonne réponse. Et pourtant, ce modèle est totalement faux.
Terre n'est pas au centre du système. Donc il faut bien comprendre la différence entre modèle, vérité, interprétation et autres, et je le répète, même avec un outil. Alors maintenant, quand je vous engage à faire preuve de doute, il ne faut pas non plus douter de tout. Parce qu'il y a actuellement un courant philosophique, heureusement qu'il n'y a pas encore vraiment atteint l'Europe, mais qui n'est pas très à la mode en Europe, mais qui est un petit peu fort aux États-Unis, qui est extrêmement dangereux. Il y a des philosophes qui prétendent que le monde n'est qu'illusion, qu'on ne peut pas distinguer le vrai du faux, et donc que toutes les théories sont égales. Ça ne va pas, c'est pas possible. En plus, c'est très dangereux, parce que le monde n'est pas illusion, on peut distinguer le vrai du faux, toutes les théories sont pas égales. Et vous voyez bien que quand on continue ce raisonnement, en le poussant à bout, on tombe au révisionnisme, au secte, ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est très dangereux. Moi, généralement, quand j'ai un débat avec un de ces philosophes, si on s'assoit, avant qu'il s'assoie, je tire sa chaîne, il se fait mal, et je dis mon coco, ce n'est qu'une illusion. Donc, le monde n'est pas qu'une illusion, mais il faut bien comprendre que, comment dirais-je, notre démarche. Dans cette démarche, comment on va faire? Alors, comment fait l'astronome pour essayer de comprendre l'origine du monde? Eh bien, il fait comme un détective. C'est-à-dire qu'il va essayer d'accumuler des preuves, et avec ces preuves accumulées, il va essayer de construire un scénario. Et nous en sommes en fin XXe siècle, au moment où, pour la première fois, il y a un certain consensus dans la communauté astronomique, non pas sur le détail, mais sur les grandes lignes. Qui dit consensus, dit pas forcément qu'on ne s'est pas trompé, pas forcément qu'on dit la vérité, mais il y a un certain consensus qui était ma jusqu'à présent. Et si je devais faire un parler très rapide sur les grandes idées, eh bien, laissez-moi vous dire que cette question de nos origines, elle a souvent été au centre de différentes civilisations, puisqu'après tout, quand on était membre d'une tribu primitive, eh bien la tribu, en Afrique, en Scandinavie, au Japon, je ne sais où dans le monde, elle avait un mythe. Et le mythe de la tribu était un mythe fondateur. Le mythe pour raconter l'origine du monde. C'est passionnant, regardez, parce que les mythes des différentes tribus, ça nous apprend beaucoup de choses sur l'histoire humaine et ce qui s'y passe. Et donc, tous ces mythes avaient une question des origines. Et je dirais le mythe était un mythe qui unissait la tribu. C'est-à-dire que ceux qui ne croyaient pas au mythe, ceux qui s'en écartaient, étaient exclus de la tribu ou bien des mythes. Donc, fondamentalement, la question des origines était au centre de l'activité humaine, je dirais. Un petit peu plus tard, quand on a abordé le thème de religions uniques, eh bien, on a vu, eh bien, quand on était chrétien, on lisait la Genèse, quand on était juif, on lisait la Torah, quand on est musulman, on lit le Coran, quand on est bouddhiste, on lit autre chose, enfin, etc. Et chacun de ces livres vous raconte la vérité, l'histoire du monde. D'ailleurs, j'avais fait une conférence il n'y a pas très longtemps à Marrakech, avec des gens assez barbus, avec des robes blanches, qui m'avaient été un petit peu, comment dirais-je, énervé, en quelque sorte. Donc, moi, quand on me provoque, j'en rajoute des couches en général. Et donc, l'un m'a apostrophé en disant, mais ce que vous nous dites n'est pas conforme au Coran. Je dis, ah, vous avez très bien compris mon exposé. Et donc, vous voyez, il y avait un mythe, donc, il y avait ensuite un livre, donc ceux qui avaient le pouvoir spirituel expliquaient le monde. Maintenant, quand la Renaissance scientifique arrive, que ces affaires d'origine deviennent affaires de scientifiques, deux théories s'opposent, la théorie anglaise et la théorie française. Les Anglais disaient, il y a une étoile qui est passée près du Soleil, qui a arraché un filament de matière, qui en se refroidissant à la naissance aux planètes. Entre parenthèses, une conférence sur la vie, la semaine prochaine, ça permettait à certains de dire la vie est pratiquement unique dans le monde, dans l'hiver, parce que la probabilité qu'une étoile arrache un filament de matière est extrêmement faible. En tout cas, l'école anglaise disait ça, et l'école française disait non, non, il y a une nébulosité qui s'aplatit sur elle-même, qui a donné un disque dans lequel sont nées les planètes. Pendant 150 ans, il y avait débat, et honnêtement, la théorie la plus à la mode à l'époque, la plus on ne croyait plus, c'était vraiment la théorie anglaise. Et bon, il faut dire maintenant que ceux qui avaient raison dans cette affaire, c'était les Français. Et donc, et puis un petit peu plus tard, entre 1945 et 1990, deux théories sont opposées, la théorie américaine et la théorie soviétique. Comme par hasard, devenait le monde aussi. Oui, donc, dans les origines, n'est pas complètement neutre. Alors, les uns disaient, on prend un tas de petits corps, et ils se cognent mutuellement, et en se cognant mutuellement, ils forment des corps plus gros que sur la Terre, enfin l'origine des planètes. Alors les uns disaient, ces corps se cognent avec un taux qui est le même pour tout le monde. Pour tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde est égal. Je trouve que c'est un peu plus gros que les autres, d'accord, mais enfin, ils sont tous pareils. Et donc c'est pas du tout. Il y a un corps qui prend le pouvoir, qui devient de plus en plus gros, et qui ramasse la matière autour, et qui l'emporte sur tout le monde. Je vous laisse deviner quelle était la théorie soviétique et la théorie américaine dans cette affaire. Et en fait, on ne connaît mal la réponse. Avec le laboratoire en ce moment, on fait des simulations, voir les échelles de temps associées, etc. Et on hésite encore sur le phénomène important ou pas important. Donc tout ça pour vous dire que derrière la question des origines, il y a souvent eu des questions philosophiques ou je ne sais quoi, des questions fondamentales qui se posaient. Alors nous, on ne va pas du tout parler de ça, c'est pas ce dont je vais vous parler. L'anecdote que je raconte souvent, c'est une fois où j'avais présenté le système solaire à un public de même origine. Il s'agissait de gens qui avaient fait la même école, bon, qui est une école qui s'appelle l'école polytechnique, ils étaient à la retraite, ils avaient tous en gros entre 70 et 80 ans, ils avaient formé un club, donc ils avaient le même âge, même génération, même école, même culture, ils avaient tous travaillé dans le nucléaire, donc même origine. Je leur fais une conférence au système solaire, puis on prend un petit pot après, sympathique, on prend du champagne, et puis il y en a un qui m'approche, il me dit
Monsieur m'avait convaincu d'une chose aujourd'hui. Je dis, ah bon, quoi? Il m'a dit, il m'a convaincu que Dieu existait. Ah bon? Il m'a dit, oui, parce que ce que vous avez montré est si beau, si extraordinaire, que seul Dieu peut l'avoir créé. Ah bon? Et je dis, bon, je n'ai pas menti, on a discuté aimablement. Puis je vais un peu plus loin, ma coupe de champagne à la main. Là, monsieur qui m'aborde, même âge, même génération, même culture, il me dit, monsieur m'avait convaincu d'une chose, c'est que Dieu n'existait pas. Ah bon? Et il me dit, oui, parce que finalement, c'est tout simple, ça s'explique tellement bien qu'il n'y a pas besoin de Dieu. Et donc tout ça pour vous dire que dans ce discours, le scientifique n'a pas le droit, en tant que scientifique, il a des opinions, évidemment. Moi, en tant qu'individu, on peut parler qu'il y a des opinions politiques, religieuses, tout ce qu'on veut. Mais je n'ai pas le droit de les donner en tant que scientifique, parce que le scientifique, il apporte son métier, c'est-à-dire un aller-retour entre les théories d'observation. Il vous l'apporte, et c'est à chacun de vous de décider, en votre âme et conscience, que vous voulez réfléchir. Après tout, c'est pas parce que le parti a décidé qu'on va voter comme lui. Et ben voilà. Donc, moi, je vais vous apporter des éléments, et ce que je voudrais, c'est finalement une chose qui sera extraordinaire, c'est que citoyens demain, qu'ils n'apprennent pas la technique du scientifique, c'est normal, ça demande des dizaines d'années pour apprendre des techniques difficiles, et on ne peut pas tout faire dans la vie. Mais que par contre, les résultats de la science soient communiqués à chacun en termes simples, parce que c'est simple en fait, c'est la technique ici, c'est pas comme ça. Quand vous allez à l'opéra assister à un très beau ballet, vous oubliez qu'il y a des heures et des heures d'entraînement derrière ça. Mais la beauté du spectacle, vous pouvez la comprendre, même si vous n'êtes pas spécialiste dedans. C'est pareil pour la science. Bon, alors maintenant, quelques mots sur l'astronomie. Vous êtes ici parce que ici c'est un endroit où on fait beaucoup d'astronomie, depuis une manière brillante, depuis un certain nombre d'années, heureusement depuis la guerre. Et l'astronome, à quoi il sert? Eh bien, toujours je fais ce petit plaidoyer parce que si vous êtes ici, c'est que vous l'aimez un petit peu, mais je le fais. Les astronomes, ils servent au moins à trois choses. Premièrement, ils servent sur un plan culturel, parce que je pense que la culture dans la science de l'univers, c'est aussi important que la peinture, la musique, ça n'est pas plus, mais ça n'est pas moins. L'histoire, la géographie, tout ce qu'on veut. Et malheureusement, c'est peu enseigné à l'école. Une des raisons, c'est que l'astronomie a vraiment explosé en fin du XXe siècle, et donc beaucoup de choses sont nouvelles maintenant. Et les programmes scolaires, ce sont un petit peu longs pour s'adapter. Vous savez qu'on a divisé les disciplines un peu comme au XVIIIe, début XIXe. Il ne faut pas s'inquiéter, dans 150 ans, l'astronomie sera dans les programmes scolaires. Mais bon, nous, on sera peut-être plus là. Donc, c'est un élément de culture qu'il faut évidemment connaître, et c'est un élément important, puisqu'après tout, vous savez qu'il y a 3% de la population qui nous est utile actuellement. Ce sont, en gros, les agriculteurs et les maçons. Grâce à eux, on mange, on est logé. Le reste, c'est autre chose. Donc, l'astronomie, dès que les 3% importants ont travaillé, eh bien, ça, je pense, un point essentiel. Un autre point important aussi de l'astronomie, c'est que c'est un laboratoire gratuit. Je veux dire par là, dans l'univers en général, dans le système solaire en particulier, on y retrouve des conditions de pression, température, densité, enfin tout ce qu'on veut, extrêmes vers le haut ou vers le bas, qu'on ne fera jamais en laboratoire. Donc si on veut connaître la matière de manière intime, ultime, eh bien là il y a un laboratoire extrêmement précieux. Ça coûte le prix du voyage pour y aller, mais pas plus. Donc ça c'est un second argument. Et enfin un dernier argument qui n'est pas souvent cité, mais qui est en fait fondamental. Les enjeux industriels derrière le spatial et l'astronomie sont énormes. C'est pas un hasard si les grandes puissances que sont les États-Unis, l'Europe et le Japon actuellement se battent comme des chiffonniers, je dirais, pour la conquête du monde demain. Que les Russes fassent ce qu'ils peuvent dans la difficile mission en ce moment, mais derrière les scientifiques montrent de belles images de l'univers, etc. Il y a des enjeux industriels, de pouvoir simplement, de pouvoir économique énorme, et il ne faut pas en être dupe non plus. Alors cela dit, quand on emploie l'industrie de l'armement pour cette zone spatiale, moi je préfère qu'on dépense la même somme d'argent en station spatiale qu'un sous-marin nucléaire, parce que c'est moins dangereux, c'est plus utile, plus amusant, etc. Et comme ça, il n'y a personne au chômage. Donc, mais il y a derrière des enjeux industriels importants. Pourquoi? Parce que quand vous lancez une sonde, eh bien, vous n'allez pas sur la route la réparer. Donc, c'est une fiabilité extraordinaire que, évidemment, vous donne ensuite des techniques qui sont applicables à l'industrie. Alors, deux autres remarques rapidement. Les observations récentes nous montrent dans le système solaire en particulier, dans l'univers en général, dans le système solaire, la diversité de ce qu'on observe. Il y a 30 ans, avant d'aller dans le détail qu'on a fait jusqu'à présent, on imaginait quelque chose qui ressemblait un peu, qu'il y avait des planètes comme la Terre, comme Jupiter, et puis des satellites comme la Lune. Et puis on manquait peut-être un peu d'imagination. On a trouvé des mondes extrêmement divers, avec une très grande variété, et ça c'est ce qu'on doit intégrer aussi. Une diversité bien placée, c'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi, mais il y a des choses qui changent de l'une à l'autre. Il y a l'idée suivante, c'est que l'intérêt de l'exploration du système solaire, l'intérêt de l'étude des planètes, eh bien, c'est de nous permettre de mieux connaître la Terre. Je veux dire par là, la Terre, c'est l'endroit où nous vivons. On a envie de savoir comment ça se passait. Est-ce qu'il y a un problème, quelque chose de CO2, l'effet de serre, enfin que ça joue pas. Eh bien, le seul moyen de connaître la Terre, ça serait d'appliquer la méthode du physicien, c'est-à-dire on devrait expérimenter sur elle. Et on devrait la casser en deux, l'ouvrir, la secouer un peu, changer la composition, la bombarder, voir comment elle réagit. Heureusement pour nous, il y en a qui sont peut-être assez fous pour le faire, pas question. Mais c'est pas la peine, je dirais. Vous allez vous promener vers d'autres planètes,
Il en est des plus grandes, des plus petites, des plus denses, des moins denses, des plus chaudes, des plus froides. Et finalement, vous pouvez comprendre le rôle de chacun de ces paramètres comparé à la Terre. Et il est clair que si demain on veut savoir comment la Terre marche, eh bien c'est par l'étude comparée de la Terre et des planètes que nous le saurons. On appelle la planétologie comparée. Et je suis toujours un petit clin d'œil que je donne souvent. Quand on a nommé un ministre de l'Éducation nationale au XIXe siècle, on a nommé un géologue, c'est le genre de la géologie. Alors, géologie, c'est vous prenez un caillou, et vous dites dans ce caillou l'histoire de la Terre, c'est vrai. Et vous étudiez la Terre localement. C'était la géologue au XIXe siècle, maintenant ça a conduit à une science très importante. Au XXe siècle, quand on a nommé un ministre de l'Éducation, on a nommé un géophysicien. Ça veut dire juste avant que le XXIe siècle arrive, on a changé. Hein, et alors la géophysique, c'est la Terre est un tout, c'est chaud au centre, c'est froid à l'extérieur, donc comment dire, moins de convection, tout ça bouge, c'est les continents, les fractures, les volcans, tout le bazar, etc. Eh bien, je pense qu'au XXIe et XXIIe siècle, l'étude de la Terre, ça sera la planétologie comparée. L'étude comparée de la planète Terre et des autres. Et donc le but ultime, c'est de mieux connaître notre propre Terre. Ça me paraît, disons, important. Alors bon, je ne vais pas passer mon temps, je vais faire de grands discours, on va essayer de commencer par quelques transparents. Alors ça sera la même chose qu'à l'EFIDEC, hein, j'ai pas le temps de la je ne sais pas où est la dame que j'ai rencontrée, mais ça c'est comme le cinéma permanent, hein, on va le film plusieurs fois, puis on dit, il se répète. Hein. Attendez. Alors je raconte la même blague raconte souvent parce que je suis jaloux sur les boutons et je voudrais démentir ça, parce que j'ai une réputation fausse parmi mes collègues astronomes. Un jour, j'ai fait passer un examen aux étudiants, et puis l'étudiant est arrivé, la 15e étudiant, bon, sinon pas m'ennuyer, mais et puis ne trouvait pas le bouton pour allumer l'appareil. Et alors, j'ai cru faire une plaisanterie fine qui n'était pas très bonne, et je lui ai dit que c'était la première épreuve. Hein. Et l'étudiante est tombée en larmes. Hein. Alors, ça m'a un peu déstabilisé, je lui ai dit, mais attendez, remettez-vous, vous ne pouvez pas, etc. Et puis donc, j'ai fait des erreurs graves. C'est que je lui ai dit, attendez, allez prendre l'air, détendez-vous. Et donc, je l'ai fait sortir de la salle pour qu'elle respire, je reste cet esprit et qu'elle revienne après. Et dans le couloir, il y avait tous les étudiants qui attendaient en randonnion. Donc du coup, à la fin, on prétend que Braille fait pleurer les filles. Non, hein, c'est faux, mais je ne sais pas non plus trouver la... Ça sert à rien. Pas besoin. J'aime pas les sondiers. Et puis, il y a un bouton quelque part. Hein. Donc moi non plus, je passe pas les examens. Ah, ça marche. Ça, c'est quoi? Rien. Alors, un petit clin d'œil pour situer le climat de ce que nous allons raconter. C'est une dame qui dit à l'autre, tu sais, un jour l'homme ira dans la Lune. La seconde lui répond, ah, en portugais. Et puis la première lui dit, et pendant ce temps-là, on prendra le pouvoir. Hein. Bon, et bien c'est exactement ce qui s'est passé. Au XXe siècle, l'homme était dans la Lune, et les femmes ont enfin la place qu'elles méritent. Et d'ailleurs, entre parenthèses, les femmes n'ont pas la place qu'elles méritent dans les pays où on ne fait pas d'astronomie. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a peut-être un... Alors l'astronomie, l'autre point, c'est que ça s'intéresse aussi bien au très près qu'au très loin. Le très près, voici une image de la Terre, un petit peu agrandie dans la direction radiale. Le diamètre polaire, le rayon solaire est 20 km de moins à peu près que le rayon équatorial. La partie sombre est en creux, la partie blanche est en relief. Et donc la Terre, c'est une espèce de patatoïde. Et nous connaissons enfin cette Terre, il n'y a pas très longtemps qu'on a cette image, tout simplement parce qu'on a envoyé des satellites, et c'est la recherche spatiale, et c'est ce qu'on a fait sur notre planète. Et la bonne connaissance de la Terre vient depuis qu'on a été capable de s'élever dans l'espace. Autrement dit, devant les gens qui vous disent « mais à quoi ça sert tout cet argent qu'on dépense pour les satellites, on ferait mieux de s'occuper sur la Terre », eh bien ça nous permet de s'occuper de la Terre. Et d'ailleurs, je vous donne toujours l'image où, dans la vie, quand vous avez un problème, eh bien c'est pas en restant là-dessus que vous résolvez, c'est en prenant du recul. Prendre du recul, c'est faire de l'astronomie. Voilà, voilà ce qu'on fait. Alors, dans ces conditions, on s'occupe du très près, mais aussi du très loin. L'univers est extrêmement riche. Ça va nous donner un petit peu de modestie. Ici, il y a un coin du ciel, qui est grand, comparable à un petit peu plus petit que la Lune, en gros. Et dans ce coin du ciel, eh bien, si vous regardez avec vos yeux, vous ne voyez rien. Vous regardez avec une paire de jumelles, vous voyez pas grand-chose, du point lumineux. Vous regardez avec un bon télescope, enfin un télescope d'1 mètre, 2 mètres, bon, quelques points lumineux de plus. Vous regardez avec le 5 mètres du Mont Palomar, ah, il y a des points qui apparaissent. Et vous regardez avec le télescope spatial, ou avec le 10 mètres de taille, et là, vous voyez plein de points. Et dans tous ces points, eh bien, chaque petit point ici contient environ quelques milliers de milliards d'étoiles, comme le Soleil. Et là, vous êtes dans un tout petit coin du ciel, et vous ne voyez pas tout encore. Autrement dit, dans un tout petit coin du ciel, il y a la foule. Alors imaginez si on regarde partout, dans toutes les directions. Et donc ça aussi, il y a seulement, si j'avais fait cette conférence il y a 4 siècles, eh bien à la sortie de la conférence, immédiatement, on est entendu sur le bûcher direct. Vous savez que le 7 février de 1600, Jean de Bruno était brûlé en place de Rome. Il a osé prétendre des choses comme quoi la Terre est de l'univers, qu'il y en avait d'autres, que sais-je, brûlé, allez hop. Hein. D'ailleurs, attendez, si vous allez à Rome, allez-y, c'est à côté du Palais Farnèse, qui est l'ambassade de France, qui est un palais superbe.
Et c'est une petite place où il y a un marché, ils ont une mozzarella superbe. Et il y a une statue de Bruno. Ben voilà, un homme qui a eu courage de ses opinions. Ils ne sont pas si nombreux. Donc ne manquez pas le grand hommage quand vous passez à Rome, c'est toujours un week-end agréable. Et alors, quant à. J'ai complètement. Là, je me suis trompé intransparent, j'ai pas pris le bon, mais j'ai pris l'avant-dernier. Quant aux objets lointains dans l'univers, voici un point du ciel qui vous agrandissez, et au bout de cette flèche. Alors, depuis, ça c'était en 1998, mois de février. Depuis, il y a un objet encore plus lointain, mais bon, je n'ai pas apporté de transparent. D'ailleurs, vous verrez un petit point aussi. Mais voici un objet duquel la lumière est partie il y a environ 12 milliards d'années. Et le grain de lumière, quand il est parti de l'objet, il est parti il y a 12 milliards d'années. Et bien, ça veut dire que quand vous regardez très loin, vous remontez évidemment en même temps dans le passé. Et nous sommes en train de voir des objets qui sont fort loin, c'est le moins qu'on puisse dire. La lumière est venue très loin. Et donc, cette idée comment dirais-je, de regarder à la fois très loin dans le passé et en même temps de s'occuper de la Terre, si je vous présente les deux transparents en même temps, c'est pour vous dire qu'en fait, l'astronomie n'est pas cantonnée en discipline, ceux qui s'occuperaient de la cosmologie, ceux des planètes et tout. C'est un tout. Et on a besoin d'avoir une vue générale sur tout ça, ce qui n'est pas toujours évident. Et l'autre point que je voudrais important, qui me paraît important, c'est pourquoi a-t-on fait tant de progrès en astronomie récemment. Et là aussi, j'insiste là-dessus parce que, disons, en fin de 19e siècle, on a cru que la science était bouclée, qu'on avait tout compris. Il y avait la loi de la gravitation de Newton, il y avait, comment dirais-je, la thermodynamique, avec la naissance de la machine à vapeur, industrielle, c'était extraordinaire. Il y avait l'électricité naissante, on s'est dit c'est l'énergie de demain. Et on avait tout compris. La philosophie, il y avait le positivisme, le monde s'explique complètement, tout marche bien, et on pensait que tout allait bien. Il y avait un petit détail qui allait pas, deux détails qui allaient pas. On n'avait pas bien compris le monde de la Lune. Et puis le mouvement de Mercure, l'orbite de Neptune, les lunes s'avançaient un petit peu. On dit ouais, bon, ça fera une tête pour un étudiant, on va pas pinailler pour un petit machin comme ça. Et derrière cette ficelle qui dépassait, le mouvement de la Lune, on n'avait pas bien compris la relation des masses, donc ça on l'a compris plus tard, il y avait un mystérieux. Mais derrière l'avance du mouvement de Mercure, il y avait la relativité générale d'Einstein, et on ne se doutait pas de la mécanique quantique et de toutes les révolutions qu'il y a eu à avoir en mathématiques, en chimie. Et vous voyez que le début du XXe siècle est un bouleversement sur les sciences, je dirais, fondamentales, que sont les mathématiques, la physique, la chimie, complète. Et la fin du XXe siècle est un bouleversement dans d'autres disciplines, qui sont d'une part les sciences de l'homme, la biologie, pas parler de génétique, biologie moléculaire, etc., et d'autre part les sciences de l'univers, de la Terre aux galaxies. Et là, on ne s'en rend pas compte, on n'a pas complètement pris conscience encore, on s'en rend compte plus tard, mais nous vivons une révolution. Pourquoi? Pour un tas de raisons, mais je n'en citerai que deux. L'une d'entre elles, c'est qu'on envoie des sondes dans le système solaire, qui sont, je dirais, nos yeux et nos oreilles, un peu comme Christophe Colomb qui partait en Amérique, que nous on envoie des sondes. Bon, c'est quand même plus facile Christophe Colomb, parce qu'à l'époque, les matelots à bord, ils ne venaient souvent pas, ils avaient des scorbut, enfin ils en mouraient. Bon, nous, on voit quelquefois en Californie, ils ont bien conditionné, ils ne mangent pas bien, mais c'est pas grave, mais on survit. Hein, et puis on voit des véhicules civilisés très vite, et puis on est... Donc, je veux dire, c'est dans des conditions agréables qu'on envoie ses yeux et ses oreilles. Et l'autre raison importante, c'est qu'on observe à différentes longueurs d'onde. C'est-à-dire que nous avons tout le rayonnement du ciel dans les ondes radio, millimétriques, infrarouges, visibles, rayons X, rayons gamma qui nous arrivent. Et l'image que je vais donner 40 fois, c'est que, imaginez un enfant qui à la naissance serait né avec des lunettes vertes, il n'aurait vu le monde en vert. Donc vous voyez, ce soir, je regarde rapidement, il y a 14 personnes. Bon. Il aurait vu les feuilles des arbres, pas les troncs. Il aurait vu les voitures vertes, pas les rouges. Quand on traverse la rue, ça peut être embêtant. Et il aurait vu le monde en vert. Il aurait décrit le monde en vert. Et puis brutalement, quand il avait 12 ans, on lui dit mon petit, t'es grand, tu retires tes lunettes. Et il aurait vu qu'il y a des troncs aux arbres, il aurait vu qu'il y a des voitures rouges, il aurait vu qu'il y en a qui ont des chemises violettes à pois jaunes, il aurait vu qu'il y a des dames qui sont blondes et qui ont des yeux marrons, bleus, et il aurait découvert tout ça. Et il a dit, oh, le monde est perdu. C'est exactement ce qui nous arrive. Nous avons un rayonnement en rayonnement radio, en rayonnement infrarouge, etc., toutes ces longueurs d'onde, et tout ça est complémentaire. Un petit clin d'œil à une musique grave, qui est le reste d'une supernova qui a explosé, non pas en 1054, mais dans le réseau d'explosion, mais c'est arrivé en 1054, qui a été vu de toute la Terre. Les Chinois l'ont vu, les Arabes l'ont vu, il semble même que les gens qui habitaient l'Amérique avant Christophe Colomb l'aient vu. Les dessins sur les temples qui sont interprétés comme ça. Il y a tel endroit interprété, c'est en Europe. Et comme pendant 100 jours, il y avait un objet du ciel qui était le troisième objet le plus brillant après le Soleil et la Lune, extrêmement brillant, qui est resté 100 jours dans le ciel, ça veut dire que probablement que de Stockholm à Athènes et de Lisbonne à Moscou, il y a dû y avoir des nuages pendant 100 jours. Ou autre chose. Je vais faire ça jamais en entendre. Peut-être qu'ils voyaient autre chose dans le ciel à l'époque, j'en sais rien. Et cette supernova, c'est-à-dire cette supernova, la voici en rayonnement ultraviolet, proche ou lointain, la voici en rayonnement visible avec l'instrument européen que nous avons en Chili, la voici en rayons X, la voici en infrarouge, la voici en radio, c'est pas le sujet de la conférence, mais simplement un simple coup d'œil vous montre qu'on ne voit pas la même chose et que chaque image est aussi importante que sa voisine. Et si on veut comprendre l'objet, l'image optique est insuffisante. Donc brutalement, depuis seulement quelques années, nous avons l'ensemble de l'information de notre langue.
d'onde, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Vous comprenez le bouleversement qu'on vient de subir. Et souvent, les astronomes ont de la peine à comprendre ça parce qu'ils sont spécialistes d'infrarouge, de radio, de rayons X, et ils n'ont souvent pas la connaissance ou le recul pour faire une comparaison entre tout ça, et ça va être les générations suivantes qui vont faire, parce qu'ils sont déjà nés, mais qui vont le faire, si vous voulez. Alors, bon, dans les quelques remarques comme ça, à toute vitesse, on voit un petit clin d'œil. Les astronomes sont grands sentimentaux, donc le vendredi précédent la Saint-Valentin, c'était au mois de février, il y a une sonde qui s'appelle NIR qui a survolé un astéroïde qui s'appelle Eros. Là, vous voyez, c'est survolé Eros avec Saint-Valentin, c'est sympathique. Et qui a pris une photo d'Eros le vendredi, laquelle photo a été diffusée le lundi de la Saint-Valentin. Et voilà ce qu'on trouvait. Et voilà Eros. Et donc il y a un cratère ici, deux chocs, et une jolie forme de cœur. Donc vous voyez que, bon, c'est sympathique. Hein, voilà, donc pour la Saint-Valentin 2000. Toujours dans les clins d'œil que je jette comme ça, si nous sommes ici, comment dirais-je, ce soir, c'est parce qu'il existe une mince couche, la biosphère. En dessous, c'est pas vivable, en dessous, c'est pas vivable. Et donc nous sommes sur cette mince couche qu'il faut protéger, évidemment. Et des minces couches comme ça, il y en a d'autres. Voici par exemple un satellite de Saturne qui s'appelle Titan. Et il y a aussi une mince couche qui est faite d'azote, comme sur Terre. La pression est seule est d'1,2 bar, pratiquement comme sur Terre, avec une différence. La pression est de moins 200 degrés Celsius. Donc c'est une Terre un peu congélateur, il fait un peu frisquet. Et d'ailleurs on est en route, puisque la sonde Cassini-Huygens, financée par les États-Unis et l'Europe, est en route vers Saturne. On a lancé en 1997. On arrivera au système de Saturne en 2004. Et on finira la mission vers 2011. Vous voyez, on a un programme, on a commencé ça en 1980. Et donc 2011, on aura fini les observations, découvert en 2021. Et en 2025, je vous raconterai peut-être qu'on a trouvé, on verra ça plus tard. Et donc, vous voyez, les missions spatiales, ça met du temps maintenant. Ça nous permet de comparer à la Terre. Et puisqu'on parle de missions spatiales et de voyage, voilà un endroit où vous pourriez aller un mois de novembre prochain pour rendre un hommage. Nous sommes là sur la Lune, au pôle sud lunaire, l'échelle est de 50 km. Et vous avez la sonde Lunar Prospector qui s'est écrasée, c'était pas un accident, c'était prévu, qui s'est écrasée ici. Donc vous voyez à peu près, un peu plus de 100 km du pôle sud. Et dans cette sonde, il y avait les cendres d'un de nos collègues qui s'appelle Eugène Shoemaker, qui est un bon copain et qui avait passé son temps à aller se promener sur Terre pour trouver des cratères d'impact. Là où ça a cogné, et on en connaît à peu près 150 sur Terre, souvent les protège. Et dans ces cratères d'impact, un jour en Australie, dans un endroit pourtant assez désert, un carrefour, paf, un accident de voiture, il est mort. Et donc, c'est il y a 2-3 ans, et ces cendres ont été mises dans cette sonde et en Terre. Donc, si vous voulez rendre hommage, vous allez au pôle sud, vous partez à droite, vous faites environ 100 km, c'est là, pour rendre hommage à quelqu'un qui était un enthousiaste, un bien sympathique, à faire beaucoup de progrès. Et puisque nous parlons tourisme, tenez, voilà un volcan sur Io, des photos assez récentes, par exemple des vidéos. Nous sommes là sur Io, satellite de Jupiter. Eh bien, vous voyez ici une coulée de lave, la partie noire. Vous voyez ici un volcan qui fait environ entre 3,5 et 4 km, donc à peu près comparable au volcan d'Hawaï, ou à ce qu'était les volcans de la Réunion avant que les siècles ne s'effondrent, et avec un panache de fumée autour. Et là, vous avez, comment dirais-je, un volcanisme récent, vous savez, récemment. Donc vous voyez une variété de paysages dans le système solaire. Voici tenez une falaise sur Miranda. Il fait nuit dans la vallée, il fait encore jour au sommet, comme à la montagne. Et la falaise en question, elle fait 27 km de haut. Et donc, tout ça pour vous dire que le tourisme demain du système solaire, ça sera autre chose que ce qu'on fait sur Terre. Parce que vous allez dans les gorges du Verdon, canyon du Colorado, c'est très joli. Mais sur Mars, vous avez un canyon, et ben, il fait 5000 km de long, 150 km de large, 7 km de profondeur. Ça, c'est du canyon, hein, c'est pas vous allez sur Triton, vous allez voir des geysers, vous allez en Islande, un joli geyser, etc. Vous prenez une photo, il fait 20 mètres de haut, vous dites, tu sais ça, c'est comme ça, c'est super. Et puis, vous allez sur Triton, et ben, le geyser sur Triton, il fait 8 km de haut. Donc pareil, le tourisme de demain, ça sera autre chose que ce qu'on a sur Terre. Tout ça pour vous montrer qu'on a beaucoup de points comparables avec la Terre, mais il y a aussi une ouverture fantastique de ce que sera le système solaire, je verrai plus en détail. Alors toujours dans cette petite présentation générale, tenez, je vous présente le cratère de Chicxulub, 150 km de diamètre environ, on est dans la région du Yucatan, une carte qui a été donc reconstituée, et certains pensent que c'est ça qui est responsable de la mort des dinosaures. Moi je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste du sujet, certains disent qu'un bolide d'environ 5 ou 10 km de dimension a heurté la Terre, ça a soulevé beaucoup de poussière, en quelque sorte, ça a entouré la Terre, les échanges d'énergie entre le Soleil se passaient beaucoup moins bien, et donc du coup, les plantes ne poussaient plus, les animaux qui mangeaient les plantes ne mangeaient plus, les animaux qui mangeaient les plantes qui mangeaient, etc. n'évoluaient plus, et c'est comme ça que les dinosaures sont disparus. D'autres prétendent qu'un volcanisme intense dans les trappes du Décan, aux Indes, et qui ensuite a
fondé les Maldives, les Seychelles, et c'est ce qu'il en reste à la Réunion. Ce volcanisme intense a eu le même effet. D'autres enfin prétendent que le dinosaure il était énorme, il avait un petit cerveau, une grande queue, et quand on commençait à lui manger la queue, tant qu'il y avait l'information, il était à moitié mangé. Enfin, moi je ne sais pas s'ils sont morts par le cratère, par le volcan ou l'évolution, et probablement que les trois ont joué un rôle. Il y a eu sur Terre un volcanisme intense à beaucoup d'époques, il y a eu un bombardement intense et l'évolution a joué son rôle, et tout ça pour vous dire que nous avons des cicatrices sur Terre qui probablement ont influencé la suite de l'évolution. Peut-être que si nous sommes là ce soir, c'est à cause de cet impact. Et bon, et alors dernière leçon, c'est un petit clin d'œil que je fais souvent, pour bien poser les choses avant de vous parler de la formation du système solaire. Le Soleil est une des rares étoiles qui est une étoile célibataire. Vous voyez, c'est comme. Bon, c'est vrai, je ne dis pas comme qui, mais donc les étoiles en général vivent en couple. Hein, et voici un exemple de couple assez serré avec un échange de matière. Donc une des leçons que je donne souvent à mes étudiants, je parle là que d'astronomie évidemment, c'est que dans un couple, il y en a toujours un qui bouffe l'autre. Hein, bon, c'est l'astronomie. Donc le Soleil, lui, est tranquille, il est célibataire, donc personne ne le mange. Autre leçon aussi, on verra si vous me posez des questions sur l'origine de la Lune, c'est qu'on ne peut pas former un couple, on ne peut pas détruire un couple s'il n'y a pas un troisième corps. En astronomie, bien entendu. Donc voilà un petit peu les. On pose des conditions. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu de capot, et puis on va vous donner quelques généralités, et puis de récapituler les faits rapidement. Je n'ai pas le temps de vous donner tous les faits d'observation parce que on sera fini dans 2 mois. Et puis très rapidement de vous donner le schéma qui est le nôtre pour la formation du système solaire. Et là, vous aurez peut-être le plus grand accéléré que vous ayez jamais entendu, puisque je mettrai dans la dernière minute ou dernier coup de me dire en vrai, ça fait 4 ans que tu parles, il y en a marre, donc on arrête. Et donc là, je prendrai 3 minutes pour vous décrire 4,5 milliards d'années. Ah, donc là, ça se fera. Et je peux accélérer le débit de parole si vous le souhaitiez. Vous m'en passez comme je vois qu'ils filment, ils ont qu'à passer à prendre partout. C'est pas grave en plus. Donc j'éteins le truc. Alors les diapos, il faut que je fasse. Je fais quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Oui. J'appuie sur ça. Ah oui, ça fait une lumière rouge. Alors, je fais ça. J'éteins. C'est pas la peine d'éclairer l'écran. J'éteins. Attends, tout le monde va s'endormir si j'éteins. Il n'y a pas une petite lumière tamisée sur les côtés? Ouais, c'est ça. Alors, quand j'ai aussi une pointe. Alors, bon, le petit clin d'œil habituel, toujours depuis des années, parce que ça j'y tiens, c'est nous sommes la première génération qui a eu le bonheur de voir la Terre comme ça. La Terre est ronde, tous nos ancêtres rêvaient de voir ça, ils n'ont jamais vu. Et moi, quand ma maîtresse d'école me disait André, la Terre est ronde, je dis il y a des gens qui la tête en bas, ne t'occupe pas, pas grand, et donc, elle m'expliquait que le bateau à l'horizon, la coque disparaissait avant la voile, etc. Alors je me creusais les yeux, je m'habille les yeux au bord des plages, voir si les coques disparaissaient avant les voiles. Bon, maintenant c'est plus la peine, on fait un petit saut, on regarde, c'est bien. Et la Terre est un tout, là aussi c'est pas neutre. C'est qu'on a passé beaucoup de temps à mettre des petites frontières, à se battre, je suis chez moi, t'es chez toi, enfin donc une vue très. Un peu comme le bébé, dans son berceau, il ne supporte pas le bébé qui l'envoie direct. Et bien la Terre est un tout, et quand on coupe trop d'arbres du côté de l'Afrique du Nord, comme l'ont fait les Carthaginois et les Romains, 2000 ans plus tard, il y a des conséquences. Si on fait les imbéciles en Amazonie, il peut y avoir des conséquences aussi, donc attention. Et ce sentiment qu'on est sur un bateau commun, et que les phénomènes, comment dirais-je, qui se passent latéralement sont aussi importants que les phénomènes qui se passent sur le haut et le bas, ces notions qui petit à petit sont passées. Alors bon, vous voyez, comme d'habitude, il fait mauvais à Paris, il fait beau à Nice, enfin ça c'est pas... Alors, bon, l'image traditionnelle du dessin de Granville, 1850, nos ancêtres rêvaient d'explorer les planètes, et bien ce rêve est enfin devenu réalité. La technique un peu différente, d'accord, mais en réalité. Alors, en astronomie, c'est quelques remarques que je faisais, l'élément de base de l'astronomie, c'est la galaxie. Donc voici une de nos voisines, qui s'appelle Andromède, qui est environ 2 millions d'années-lumière, et qui nous ressemble un peu. C'est-à-dire que si nous avions la chance dans notre galaxie de l'extérieur, eh bien nous verrions ça. Nous verrions un centre assez brillant, et le Soleil est situé à la périphérie, disons aux 2 tiers par rapport au bord, et donc vous voyez qu'on est loin de ce rêve un peu fou où la Terre serait au centre du monde, transformé par certains qui vous racontent que l'homme est venu de l'univers, enfin qui est une autre forme d'égocentrisme en quelque sorte. Bon, l'homme, pas grand-chose dans l'univers, mais il a par contre un génie extraordinaire d'avoir avec ses petits moyens compris autant de choses en si peu de temps. Donc on est dans les périphéries, dans une galaxie, et la galaxie est à l'astronome, ce que l'atome est au physicien, ce que la molécule est au chimiste, c'est-à-dire c'est comme ça que la matière se rassemble. Alors pourquoi des galaxies d'autres, ça c'est autre chose, on ne va pas raciner les questions. Un petit mot rapide sur les distances et le temps, c'est un petit clin d'œil rapide. Retenez ici, ne lisez pas le texte, il y a 6 cercles ici. Chacun de ces cercles représente le domaine de l'astrophysique. Le premier cercle, c'est la Terre et la Lune. En gros, 384 000 km de distance, ça je dirais c'est la géophysique. Vous réduisez par un facteur 10 000, ce cercle devient un point, et le cercle équivalent c'est le système solaire. C'est vrai que c'est la planétologie. Vous réduisez par un facteur 10 000, vous avez les étoiles proches.
Vous réduisez par un facteur 10 000, vous avez la galaxie. Vous réduisez, vous êtes un peu fatigué, vous réduisez par un facteur 40, vous avez les galaxies voisines. Vous réduisez par un facteur 5000, c'est l'univers qu'on observe, pour la cosmologie. Donc vous passez de la géophysique à la planétologie, à la physique stellaire, physique galactique, physique extragalactique, à la cosmologie, par un facteur 10 000, 10 000, 10 000, 40, 5000. Donc ça vous donne une idée des échelles. Un grain de lumière qui part du Soleil, il met 8 minutes pour atteindre la Terre, 4 heures pour atteindre Neptune, qui est pour l'instant le plus éloigné comme planète, 4 ans pour atteindre l'étoile la plus proche, 100 000 ans pour atteindre la galaxie, 2 millions d'années pour Andromède, et environ, disons, on a vu 12 milliards d'années pour l'objet le plus lointain. Alors, quant au temps, je vais toujours vous donner un petit clin d'œil qui est un calendrier. Moi, c'est pas lisible, il y a une partie en anglais, mais bon, ça me sert de note, hein, mon âge, je perds un peu la mémoire. Donc, imaginons que nous sommes aujourd'hui le 31 décembre, un an et demi. Tout a commencé le 1er janvier. Donc, le 1er janvier, on fait la fête. Les anglo-saxons appellent ça Big Bang, appellent ça Grand Boom. Hein, donc, le Grand Boom, le 1er janvier, on fait la fête. Au printemps, la galaxie naît. 9 mois plus tard, après avoir fait la fête, le système solaire apparaît, sans qu'il y ait de relation que vous avez fait entre les deux. Attention. 9 septembre, le système solaire naît. Le 14 septembre, c'est la Terre. Le 25 septembre, c'est la vie qui apparaît sur Terre. Le 2 octobre, c'est les roches les plus vieilles. Le 9 octobre, c'est les bactéries, les algues bleu-vertes. Le 1er octobre, une invention qui a un très gros succès commercial, c'est l'invention du sexe, hein, par les micro-organismes. Le 12 novembre, les plantes qui font la photosynthèse. Le 15 novembre, les premières cellules avec des noyaux. Et en mois de décembre, comme d'habitude, on est complètement déporté. Alors, vous ne pouvez pas lire, mais ça me sert de note, je répète. Le 1er décembre, l'atmosphère d'oxygène apparaît sur Terre. Le 5, le volcanisme sur Mars. Le 16, les premiers vers. Le 17, les invertébrés. Le 18, le plancton. Le 19, les poissons. Le 21, les insectes. Le 22, les amphibies. Le 23, les arbres. Le 24, les dinosaures. Bon, le 25, il ne se passe rien, c'est bien connu. Le 26, les premiers mammifères. Le 27, les premiers oiseaux. Le 28, les dinosaures, c'est terminé. Donc, regardez déjà, les dinosaures, ils ont régné 4 jours. Du 24 au 28. C'est extraordinaire. 4 jours, c'est ce calendrier. Le 29, les premiers cétacés. Et le 31 décembre, à 22h30, l'homme apparaît. Alors, vous voyez, quand on dit on est les plus grands, les plus forts, les plus beaux au centre du monde, soyons modestes. Alors, il apparaît à 22h30. À 23h46, il a un peu froid, on domestique le feu. À 23h59 et 20 secondes, il a faim, il invente l'agriculture. À 23h59 minutes 50 secondes, il dynastie, il développe l'astronomie. À 23h59 secondes, 59 minutes 51 secondes, il a communiqué, il invente l'alphabet. À 3h59 minutes 54 secondes, c'est le fer, Carthage, Empire assyrien. À 23h59 minutes 56 secondes, les Romains, Euclide, Archimède, Ptolémée. À 23h59 minutes 58 secondes, les Mayas, les Mongols, les croisades, Byzance. 23h59 minutes 59 secondes, la Renaissance en Europe. Et je vous montrerai pas la prochaine diapo qui pourrait montrer une très belle tombe dans un cimetière en mémoire de l'homme qui une fois dominé la Terre, etc., qui l'a détruit. Bon, alors ça c'est notre affaire. Alors bon, en gros, donc c'est pas le bon bouton. Donc après c'est quelques généralités qui donnent, sur lesquelles j'insiste sur l'aspect humilité, modestie. On est loin de cette idée où l'homme est au centre du monde, où le monde a été créé pour l'homme, etc. L'idée qui n'est pas si vieille que ça, il y a très peu de siècles on le croyait encore. Alors maintenant les outils. Les outils sont des satellites. On met autour de la Terre, c'est un vieux satellite qui s'appelle IRAS, vous pouvez l'entendre ici. Je parle vite, mais pas si vite que ça. Vous avez un satellite qui se met autour de la Terre, et l'idée c'est qu'on fait abstraction de l'atmosphère terrestre, qui, grâce à laquelle on est en vie, mais qui évidemment arrête un certain nombre de rayonnements. Alors, ça c'est un satellite infrarouge, puis il y en a un qui s'appelle ISO, et puis il y a d'autres choses qui sont prévues. On observe le ciel en différentes longueurs d'onde, comme je vous l'ai dit. Et l'autre type de satellite, c'est qu'on va sur place. Voici un des satellites, c'était le schéma de l'émission Viking. On envoie un satellite de Mars, on déploie des panneaux solaires qui donnent l'énergie, qui fournissent l'électricité pour marcher les instruments, on communique avec la Terre par une antenne, on communique avec une sonde qui s'est posée sur le sol au bout d'un parachute, et qui regarde s'il n'y a pas un hippopotame ou une girafe dans le parage, et puis qui en transmet l'information qui est transmise sur Terre. Voilà le principe, si vous voulez. Donc ça, c'est des sondes qu'on a envoyées, ça fait maintenant 25 ans qu'on fait ça, et qu'on le fait avec succès. Alors, vous avez ici la diapositive qui a été présentée il y a bien longtemps, il y a plus de 25 ans, au sénateur américain. Cette diapositive, vous l'avez tous remarqué, a une erreur grave. Enfin, le sénateur ne connaissait pas la physique, donc ils ont tous voté dans l'enthousiasme. C'est qu'on a représenté ici un ciel bleu pour faire joli, alors que sur Mars, le ciel n'est pas bleu, mais rose, parce que le ciel bleu, c'est en gros la diffusion en la puissance 4e de la longueur d'onde, ce qui marche sur Terre, mais avec 100 fois moins d'atmosphère sur Mars, assez efficace. Il y a de la poussière, oxyde de fer, tout le bazar, et que Mars est plutôt rose. Enfin bon, les sénateurs ont voté. Et Mars est une cible extrêmement difficile à atteindre, puisque vous savez que si je compare Mars et Vénus, environ 29 sondes étaient sur Vénus, soit américaines, soit soviétiques, toutes ont été des succès. Sur Mars, on en a, je crois, 32 sondes, et sur les 32, il y en a 10 qui ont été un succès, et en échec. Les soviétiques ne sont jamais arrivés, les Américains ont eu beaucoup d'échecs, dont les 2 dernières missions ont été un échec sur Mars. Pourquoi? Ben, on va en parler si vous voulez. Est-ce que les Martiens ont une bonne défense antiaérienne? On ne sait rien. Ou est-ce que, ben, je sais pas, il y a une mission, on a visé Mars, je pense qu'on a fait, on a été ailleurs. Non.
On n'a jamais atteint Mars. Il y en a une autre, on a bien visé Mars, et on s'est écrasé à la surface. Le genre d'erreur possible aussi, c'est vous lancez une sonde, vous posez quelque chose sur le sol, ça fait bip bip, oh on est content, ça a marché, etc. Puis au bout d'une minute, le signal est interrompu, oh ça a dû conduire trop fort, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, et au plus ça coûte, je vous le dis pas trop fort quand même, c'est que la sonde se pose et le parachute arrive derrière et la roule. Il y a une autre mission dans laquelle la France a eu beaucoup de moyens. On est parti vers Mars, avec les Russes, on a tiré de Baïkonour. On avait des pénétrateurs pour qu'on envoie des pénétrateurs dans le sol, puis qu'on ait une information non pas sur l'état de surface, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans l'enthousiasme du lancement, on a tiré les pénétrateurs en même temps. La sonde a fini à l'île de Pâques. Et les deux derniers échecs, la NASA a voulu faire, comme ils disent, faster, cheaper, better. Ben, ils ont fait plus vite, ils ont fait moins cher, mais ils n'ont pas fait mieux. Et donc, l'avant-dernière sonde était un échec, et là, c'est un échec dont je me réjouis publiquement. Peut-être que je suis cynique, mais je voudrais insister sur ce point, parce que, en gros, la cause de l'échec, je vais d'abord raconter l'origine de l'histoire, c'est qu'en 1880, s'est tenue une conférence à Washington pour décider quel serait le méridien de référence sur Terre. Et l'hésitation était entre le méridien de Paris et le méridien de Greenwich. Et les anglo-saxons voulaient évidemment le méridien de Greenwich, les français voulaient le méridien de Paris. Alors, la conférence déjà était en territoire ennemi, donc déjà s'ils parlaient anglais là-bas, c'était déjà commode. Et les Français se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et puis les anglo-saxons ont un argument très fort, c'est que les 3/4 de la flotte mondiale avaient des cartes se référant au méridien de Greenwich. Donc ils ont dit, si vous changez 3/4 des cartes, eh bien il y a des risques d'accidents plus grands. Donc il vaut mieux changer le minimum de cartes marines en quelque sorte. Donc devant cet argument, les Français ont accepté, mais ils se sont dit, on va pas se rendre sans combattre. Et ils ont proposé un compromis, ils ont dit, d'accord, on renonce au méridien de Paris, on prend le méridien de Greenwich, mais en échange, les anglo-saxons adoptent le système métrique. Ils ont dit oui, on se dit. Et bien ils raisonnent toujours en pouces, en miles, en tout ça, la longueur du nez du roi d'Angleterre, en fait des unités aussi intéressantes que ça. Et le résultat des courses, c'est qu'il y a un programme qui a été écrit pour la sonde martienne l'avant-dernière par une entreprise privée, en pouces et en pieds, et il y en a un autre qui a été écrit en mètres et en centimètres, et quand on a raccordé les deux, personne n'a vérifié, bah, la sonde est fichue. Donc, vous voyez comme quoi finalement, ils n'ont pas respecté leur accord, bien fait pour eux. Comme j'ai proposé à un de nos ministres qui n'est pas un garçon timide, j'ai dit, t'es ministre, t'as une grande voix, pourquoi tu ne dirais pas officiellement que la France revient au méridien de Paris tant que les anglo-saxons n'auront pas adopté le système métrique? Il n'a pas eu le temps de le faire. Donc, alors, bon maintenant, quand on va dans le système solaire extérieur, eh bien, là, il faut une sonde différente. Et voici une maquette de la sonde Voyager, qui est cette sonde qui nous a révélé les confins du système solaire, qui a été la sonde pionnière en quelque sorte, pour cette valeur pionnière, c'était Voyager, qui dans les années 80 nous a révélé le secteur extérieur. Donc là, vous n'avez plus de panneaux solaires, parce qu'on est si loin du soleil qu'il faudrait des panneaux plus grands qu'un terrain de foot. Donc ça, on ne sait pas le mettre dans un fusée, il est occupé par du monde, de toute manière. Et puis, on a une antenne de 4 mètres de diamètre communiquant avec la Terre. Les instruments scientifiques sont là, téléobjectifs, caméra à grand angle, ultraviolet, infrarouge, partie haute énergie, basse énergie, tout ce qu'il faut. Et puis, vous avez une antenne électrique, il y en a deux qui sont 10 mètres de long. Vous avez un magnétomètre qui est au bout d'une perche de 12 mètres. Bon, tout ça parce que si vous mettez le magnétomètre ici, vous allez mesurer le champ magnétique dégagé par les instruments. C'est pas la peine d'aller si loin pour faire la mesure. Et puis, vous avez du plutonium là-dedans. Ce plutonium, en se désintégrant, donne de la chaleur et de l'électricité. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des mouvements aux États-Unis qui actuellement célèbrent le lancement des sondes, folie là aussi, estimant que les sondes vont exploser, que vont tomber dans l'océan, que les poissons vont être pollués, alors qu'il y a plein de fatalités militaires en fait quand on fait du plutonium, mais ça ne dit rien. Et donc actuellement il y a des petits problèmes. La sonde Cassini, qui est la sonde de demain, qui donc est partie en 1997 et atteindra sa fin en 2004, elle aussi fonctionne avec des extractions de plutonium, mais il y a eu quelques obstacles. La NASA a dépensé une fortune en frais d'avocat pour comment dirais-je, pour pouvoir faire le lancement. Il y a un juge qui avait le sens de l'humour, parce que vous savez qu'ils sont très procéduriers, les Américains, et il y a donc un juge qui a donné un jugement provisoire, en disant qu'en gros, il suspendait sa décision, et ça signifiait qu'en gros, si le juge était finalement que la NASA n'a pas le droit de lancer, c'est au département de la justice de récupérer l'objet du délit. Comme l'objet est actuellement dans la route à Jupiter, on va envoyer un juge en costume pour le récupérer. Alors, vous voyez quelles sondes, il y a aussi le corps de la fusée qui contient du carburant. Et puis, en lâchant un petit peu dans une direction ou d'une autre d'un peu de carburant, on fait une progression de trajectoire. Et comme tout véhicule américain en règle d'administration, vous avez une plaque d'immatriculation ici, sur laquelle il y a une classification simple, comme on habite la troisième planète en partant de la gauche du Soleil, qui est située dans telle position par rapport au pulsar. Il y en a qui ont dit, vous êtes fous, ils vont savoir où on est.
Enfin, la sonde est partie, quitte le ciel solaire. Dans 5 milliards d'années, il y a un archéologue qui la découvre. Et ben, ils ont quelques indications. On leur apprend que les hommes, les êtres vivants qui ont construit cette sonde ont telle taille par rapport à la sonde. On leur apprend à compter en binaire. On leur explique que pour se reproduire sur Terre, on s'y met en droit à 2, bon, etc. Bon, enfin, quelques informations simples. Et puis, quand vous ouvrez cette petite plaquette, à l'intérieur, vous avez de la musique. Du Bach, du Beethoven, du Mozart, du jazz, de la musique africaine, etc. Et puis, que vous avez bonjour en 150 langages terrestres, y compris le corse, le breton, le basque, le vernier, etc., l'alsacien. Et puis vous avez un message de bienvenue du président Carter, qui était pouvoir à l'époque. Vous avez 120 photos de la Terre. Ça, c'est un petit jeu auquel vous pourriez jouer. Si on vous donnait le droit à mettre 120 photographies de la Terre, lesquelles choisiriez-vous? Est-ce que c'est ce que des collègues d'astronomes ont fait, en choisissant les 120 photos qui caractérisaient la Terre? Alors vous avez il y a un petit livre qui s'appelle Murmure de la Terre, Murmure de Earth, qui vous décrit ces photos. Alors, on y a mis une... Bon, ça c'est pas très intéressant, mais un embouteillage dans une grande ville à 6 h du soir. On y a mis un embouteillage à la même heure près d'un point d'eau en Afrique. On y a mis, comment dirais-je, la radiographie d'un corps humain. On dit avec le squelette pour comprendre la gravité, etc. Il y a mis un centre d'information. On a eu un problème quand ils ont voulu représenter un homme et une femme. Comment on le représente, hein, en jupette grecque, en costume cravate, en toge romaine, en costume traditionnel japonais, on les représente comment? Alors, ils se sont dit, il vaut mieux pas mettre de vêtements, c'est plus informatif. Et là, on a eu un problème parce qu'il y a des ligues de vertu américaines qui se sont levées avec force en protestant contre le fait que c'était un scandale de dépenser l'argent du contrôle américain pour envoyer de la pornographie dans l'espace. Du coup, vous voyez à quoi conduit les astronomes. On a donc dû choisir, en prenant une dizaine de milliers de photographies de couples tout nus, pour prendre le plus neutre, le plus... Vraiment, alors on a choisi. Et donc la photo choisie, on y voit donc un monsieur et une dame, vue de face. Alors le monsieur, je ne peux pas juger, mais la dame est superbe. Et le monsieur sourit, la dame sourit aussi. Le monsieur tient la dame par la main, ils sont sympathiques comme tout. Le monsieur fait bonjour avec un grand sourire, et la dame sourit aussi. Et là, on a un problème aussi, c'est que les ligues de défense des droits de la femme, on dit, ah, c'est encore le bonhomme qui est devant. Donc, vous voyez le genre de problème qu'on a en astronomie. Alors, passons à la suivante. Ah ben non, c'est moi qui la passe la suivante, j'en sais tellement de choses. Alors, la trajectoire voyageur, vous la voyez, bon, on est parti de la Terre, on a survolé Jupiter, Saturne pour la première, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et ce qui nous a apporté de l'information sur les confins du système solaire. Voici le lancement agréable, la fusée part du bon côté, tout va bien. Voici la première photo où on prend la Terre et la Lune à égale distance. Au passage, un clin d'œil, la Lune n'est pas un satellite de la Terre. Le système Terre-Lune est une planète double, comme on parle d'une étoile double. Elles ont pratiquement la même dimension, mais c'est pas très différent, alors que les satellites de Mars, Jupiter, etc. sont tout petits par rapport à la planète centrale. Ce qui fait d'ailleurs au passage qu'on ne connaît pas l'origine du système Terre-Lune. Plus exactement, on a 3 théories qui s'opposent, et chacune de ces théories a de gros obstacles. Et ce qui est assez frappant, puisque la Lune est le corps sur lequel nous avons plus d'informations, on ramener des cailloux sur Terre, on les analyse, et c'est vraiment le corps sur lequel on connaît le moins bien l'origine. Alors oui, décidément, quand on a trop d'informations, c'est quelquefois gênant, je ne vais pas le dire jusque-là. Mais donc ça, c'était la première photo, et 12 ans plus tard, la dernière photo, Neptune et Triton, d'un endroit qu'on ne verra jamais de la Terre, donc c'est de l'autre côté, on voit le côté ombre, on peut voir la Terre, parce qu'on est proche du Soleil régulièrement. C'est pas un montage, c'est une vraie photo, et donc ces 12 ans, il y a eu une très belle aventure qui s'est produite. Alors, le système solaire, en 2 mots, c'est un soleil qui est une boule de gaz pour la représenter. Ici, j'entends des tailles relatives, non pas les distances. On ravage les murs, ce ne serait pas sympathique ça. Donc, mais vous avez essentiellement, quand vous regardez le système solaire, 4 objets intéressants. Qui sont Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Pourquoi 4 objets intéressants? Ils sont tous les 4 composés d'hydrogène et d'hélium, comme le Soleil. Ils sont tous les 4 des anneaux, le Jupiter, le Saturne, l'Uranus et le Neptune. Ils ont tous les 4 un système complet de satellites. Je ne sais pas combien exactement, parce qu'il y en a qu'on a vu, qu'on n'a jamais revu, parce qu'on n'a pas les moyens. Et donc, nous en connaissons 17 pour sûr autour de Jupiter, il y en a probablement beaucoup plus. Autour de Saturne, donc on en a nommé 18, mais il y en a au moins 32. Avec quelques laboratoires, on en a trouvé 3 autres en 95. À son voyageur, on en a trouvé 7 autres. On ne les a vus qu'une fois, donc on n'a pas leur vite. On en connaît pour l'instant 15, même plutôt 16 autour d'Uranus, on en connaît 8 autour de Neptune. Donc des anneaux, des satellites, hydrogène et hélium. Et puis plus près du Soleil, il y a 4 objets qui n'ont ni anneaux, ni système de satellite, ni hydrogène, ni hélium, en fait des débris. Il y a 4 débris. Nous on a vu le 3e en partant de la gauche. Et pourquoi ils sont des débris? C'est très facile à comprendre. C'est parce que près du Soleil, il y fait chaud. Et il faisait encore plus chaud au début, puisque le Soleil s'est effondré sur lui-même. Et donc, en s'effondrant sur lui-même, il a dégagé beaucoup de chaleur. Donc, les éléments les plus légers, les plus volatiles, comme l'hydrogène et l'hélium, sont forcément partis. Et ces corps se sont formés à partir de ce qui restait quand l'essentiel des éléments, hydrogène et hélium, sont partis. L'image que je donne souvent, c'est que supposez que vous rentriez ce soir chez vous, vous rentrez un peu tard parce que le conférencier est épouvantablement bavard, et donc vous faites une petite soupe.
Alors vous mettez dans la soupe, je ne sais pas comment vous cuisine, vous mettez de l'eau, j'imagine, puis vous mettez un peu de sel et de poivre, puis le téléphone sonne. Et vous dites, ah, il y a encore quelqu'un, je vais répondre en 2 minutes. Puis vous tombez sur votre meilleur ami, vous restez une heure et demie au téléphone, quand vous revenez, toute l'eau est évaporée. Il ne reste plus que le sel et le poivre au fond. Bah, la Terre, c'est ça. Hein. Tout l'essentiel s'est évaporé, il reste un peu de sel et de poivre, et ça donne du goût. Hein. Donc il faut comprendre qu'il ne peut pas y avoir une planète géante, pas du Soleil. Et je dis exprès, il ne peut pas, parce que vous savez, ça je crois que c'est une conférence que vous avez eu la semaine dernière, on parle beaucoup en ce moment dans les journaux, qu'on est en train de trouver des planètes autour d'autres étoiles et qu'on trouve des grosses planètes près des étoiles. Donc là, il y a un petit problème. Je n'ai pas le temps de commencer ça, si vous avez le temps de me poser une question, je le commenterai. Mais en gros, ce que nous trouvons pour l'instant ne ressemble pas du tout au système solaire, c'est autre chose. Donc dans notre tête, on imagine qu'il y a là des grosses planètes et qu'on est en train, en cherchant un peu plus, de voir une petite planète. On verra probablement des planètes comme la Terre, mais pas aux endroits annoncés comme ayant de grosses planètes près du Soleil, parce que ces endroits, ces systèmes sont incompatibles avec une Terre qui aurait été là pendant longtemps, où la vie aurait le temps de se développer en tout cas. Donc on trouve autre chose qui en fait la richesse de ces découvertes. Alors, 2 mots donc, sur les conceptions anciennes. Au début, on place la Terre au centre de l'univers, c'est ici un astronaute arabe, et puis on met la Lune, Mercure, Vénus autour. Eh bien, les questions d'origine ne se posent pas à cette époque-là. Encore qu'il y a un grand débat qui a duré depuis des millénaires, à savoir est-ce que l'univers a été créé quelque part, ou est-ce que l'univers est transformé. Et chez les Grecs, vous constatez que, comment dirais-je, un certain nombre d'entre eux, je sais par exemple Démocrite, imaginent qu'il y a des éléments fondamentaux. Alors initialement, certains ont imaginé que c'était la terre, l'eau, le feu, l'air, les 4 éléments qui se combinant les uns les autres donnaient le monde que nous observons. Quelqu'un qui était un peu plus loin comme Démocrite, lui, a imaginé qu'il y avait des éléments derrière le monde que nous voyons apparemment, ces éléments qui sont derrière, des insécables, un atome, et que les combinaisons de ces atomes insécables expliquaient le monde, qui se transformaient donc. Et c'était quand même pas idiot comme vue à l'époque, alors qu'il y avait encore moyen de vérifier, bien entendu. Et vous avez autour, je n'ai pas le temps de remonter le débat, mais vous avez pendant des millénaires ce débat, le monde est-il créé ou le monde se transforme-t-il? Et les tenants de la création du monde se référaient souvent sur le texte sacré, les tenants de la transformation disaient mais on ne peut pas créer le monde parce qu'on ne peut pas créer quelque chose à partir de rien. Et il y a un très grand débat qui s'est passé en 1277 dans la meilleure université du monde à l'époque, celle de Paris, et donc il faut bien le dire. Et bien à Paris, les textes des Grecs, traduits en araméen, arabe, latin, etc., étaient revenus en Europe. Et là, la philosophie d'Aristote nous parlait d'un monde qui se transformait, qui était en contradiction totale avec la Genèse qui disait que le monde avait été créé. Alors à l'époque, l'Église a tranché, comme elle avait tranché pour Copernic, comme elle a tranché pour Darwin, en disant qu'il n'y a pas de transformation. Mais vous voyez, pendant des millénaires, on a hésité entre transformation et création, mais la conception du système solaire était quand même assez statique. Les gens pensaient que les choses étaient là depuis tout le temps et pour tout le temps. Donc ça, on est au début, la question des origines se pose sous les termes que je vous ai dit, mais pas autrement. Alors, ensuite, on est dans la renaissance scientifique, les 5 grandes figures que sont Copernic, Tycho Brahe, Kepler, Galilée et Newton, qui donnent les outils qu'il faut. Et par exemple, Kepler, qui avait été élève de Tycho Brahe, a expliqué d'essayer de géométriser le monde. Et géométriser le monde, eh bien, il essayait de faire ce que les Grecs avaient essayé de faire sans succès, et il a imaginé que des sphères inscrites et circonscrites au solide parfait, que sont le cube, le tétraèdre, le décaèdre, l'isocaèdre, enfin, etc., eh bien, on retrouve les distances des planètes au Soleil, selon la théorie de Copernic, et il pensait géométriser le monde. Évidemment, c'est un échec, évidemment, ça ne marche pas, mais comme sous-produit de cette recherche, il y a les fameuses étoiles de Kepler, qui sont un véritable bijou, et les étoiles de Kepler contiennent les lois de Newton, la gravitation. On peut avoir les étoiles de Kepler démontrer Newton, et réciproquement. Donc là, nous avons les outils en place, et quand on regarde, comment dire, par exemple, si je dis l'écran, c'est pas bon, quand on regarde maintenant les premiers qui essaient d'expliquer une origine solaire, eh bien on a 1644 Descartes, qui explique le monde par des tourbillons. Il explique tout par des tourbillons, ça nous paraît naïf maintenant, mais Descartes vous explique que c'est dans l'amphithéâtre de l'IAP en ce moment, parce qu'il y a des tourbillons qui vous plaquent sur vos sièges. Vous ne les voyez pas, vous ne les sentez pas, ils vous plaquent sur vos sièges. La Lune tourne autour de la Terre parce qu'elle flotte sur ces tourbillons qui vous plaquent. Et que les étoiles se sont formées parce qu'au centre des tourbillons, on forme des étoiles. Et que les planètes se sont formées parce qu'il y a des tourbillons secondaires au centre desquels se sont formées les planètes. Donc il explique le monde par la turbulence, le père de la théorie de la turbulence. Évidemment, ça nous semble maintenant ridicule, mais le mérite qu'il a, c'est d'être un des premiers qui propose une explication globale pour nos origines, pour l'origine du système solaire. Alors là, je n'ai pas le temps d'entrer dans les théories, nous allons trouver là au moins 400 théories différentes du système solaire, s'ignorant superbement les unes les autres. Dans ces théories, je dirais, il y a beaucoup plus de philosophes que d'ingénieurs, très peu de calculs qui sont donnés, et donc on débat beaucoup. Et en gros, les deux essentiels, j'en ai parlé, c'est la théorie anglaise, une étoile qui passe et qui arrache un filament de matière, ou la théorie reprise par les Français, qui est la théorie de Laplace. En fait, cette théorie, ben non, attendez, là, je vais pas dans le sens, pourquoi je dis la théorie de Laplace, en gros, vous avez une nébulosité qui s'effondre sur elle-même, qui donne un disque, qui en s'aplatissant, donne le Soleil, donne le centre, et la périphérie donne des planètes. En fait, on retrouve, quand on cherche cette théorie,
un prof d'université de Montpellier, donc là on est au XVIIIe siècle, qui s'appelait Estève, et qui, semble-t-il, dans des lettres qu'il a envoyées en Allemagne, apparemment les Français étaient pas au courant, ce qui était fâché, j'en sais rien, qui essaie de mettre en avant cette nébulosité. Quand il était un jeune étudiant, il avait 25-27 ans à l'époque, suppose qu'il est une nébuleuse. En fait, c'est une approche très différente de la place. Il fait une erreur de physique énorme, qui ne conserve pas ce qu'on appelle l'enfigurement cinétique, la quantité de rotation. La place reprend ça, et de manière étonnante, la place qui était un excellent mathématicien, qui a laissé son nom à des équations fameuses, et bien la place n'a jamais écrit une telle équation pour le système solaire. Il a proposé cette origine, qui s'avérera être la bonne dans les années 1950 ou 60. Alors, vous voyez un peu ce schéma rapide, donc très rapidement, je vais vous donner quelques faits d'observation. On ne va pas en donner trop, mais je ferai un peu comme un détective qui accumule les faits. Alors, premier fait d'observation, dans l'univers, il y a beaucoup de choses plates. Vous voyez ici Saturne et ses anneaux avec 3 satellites l'un d'entre eux. Donc, les anneaux de Saturne, c'est plat. Si on regarde d'autres objets qui n'ont rien à voir comme dimension, fort différents, une galaxie, c'est plat, parce qu'il peut par la tranche. Une galaxie ici, vous voyez la poussière rassemblée, c'est plat. Un autre objet de nature complètement différente, autour de l'étoile bêta, de la constellation du Pin, du hémisphère sud et de la Pictoris, vous avez un disque plat aussi. Donc tout ça pour dire que dans l'univers, en gros, alors je suis très schématique, il y a des objets qui sont ronds, il y a des objets qui sont plats, et des objets qui sont bizarres. Alors les ronds, et pourquoi c'est rond ou plat? Eh bien c'est rond, en gros quand ça frotte, c'est plat. Quand ça frotte pas, c'est rond. Exemple, pourquoi c'est plat quand ça frotte? Parce que quand ça frotte, ça perd l'énergie. Et quand ça perd l'énergie, ça en perd un peu plus dans la direction parallèle à l'axe de rotation, dans la direction perpendiculaire. Donc ça raplatit. Et quand ça frotte pas, c'est plat. Les anneaux de Saturne sont plats, parce qu'on pense qu'il y a des cailloux qui se cognent. Les galaxies sont plates, parce qu'on pense qu'il y a des gages qui se cognent. Le disque de la Pictoris, c'est plat, parce qu'on pense qu'il y a des collisions, du frottement, de la viscosité. Et un amas d'étoiles, un amas globulaire, comme un amas d'Hercule, est parfaitement rond, parce que ça ne frotte pas. Et quand c'est un peu biscornu, c'est que ça a cogné. Comme les galaxies dans une forme bizarre, c'est qu'il y a eu une collision, et quand ça cogne, en fait, cogner deux voitures, elles ont une forme moins parfaite que n'avait le jour de la fabrication. En gros, c'est ça, c'est un peu naïf. Mais... Alors, ensuite, autre fait d'observation. Quelle est la composition chimique du système solaire? Alors, si vous voulez fabriquer un système solaire, une étoile, une Terre, voici la recette de cuisine. Donc, vous allez au supermarché et vous commandez les éléments indiqués ici dans la proportion indiquée par la recette. Donc, vous avez ici le soleil. Pour fabriquer un soleil, il faut prendre de l'hydrogène et de l'hélium, je l'ai déjà dit. Et puis, après, il faut prendre de l'oxygène, du carbone, du néon, de l'azote, du magnésium, etc. Pour fabriquer une Terre, il faut prendre de l'oxygène, du fer, du silicium, du soufre, etc. Pour fabriquer de l'atmosphère de la Terre, azote, oxygène, argon, etc. Pour fabriquer un corps humain, il faut prendre, enfin, il y a d'autres techniques, mais ça, c'est pas le sujet de la conférence. Il faut prendre de l'hydrogène, oxygène, carbone, de l'azote, etc. Donc, regardez, la composition d'un corps humain est très différente de celle de l'atmosphère de la Terre, et très différente de la Terre, mais ressemble un peu à celle d'une étoile. Alors de là à dire qu'on est les enfants des étoiles, il n'y a pas que je ne franchirai pas, mais bon, donc ça, il y a voilà la composition. Alors, d'autres faits, c'est les faits d'observation. Nous cherchons les petits corps. Par exemple, les comètes sont des petits corps qu'on imagine être des restes de cette nébuleuse primitive qui a formé le Soleil. Alors les comètes vues de la Terre, on voit très belle queue, mais si ici la comète ouest, qui n'existe plus actuellement, et vous avez ici une queue de plasma, une queue de poussière, une photo qui date des années 70, et quand vous vous approchez, voici une photo de l'observation de l'européenne Giotto, vous avez le moyeu d'une comète, on imagine que ceci est un morceau du matériau qui était dans la nébuleuse qui a formé plus tard la Terre et les planètes. Alors on s'attendait avant la mission à voir une boule de neige un peu sale, d'1 kilomètre de dimension. On a trouvé un grain de poussière un peu humide de 15 km de dimension. Donc là aussi, ça n'est pas du tout ce qu'on attendait, qu'on a trouvé. Donc on recueille les faits. Qu'est-ce que c'est la moyeu de comète? On n'en connaît qu'un pour l'instant, on allait, on a d'autres par la suite. Voici ici un astéroïde, on pense que ces corps ressemblent à nos grands-pères, nos grands-mères, qui par collision mutuelle ont donné naissance aux planètes. Voici le satellite IDA, environ 50 km, avec son satellite tactile, ici. Donc c'est un système double qui lui fait 1 km. Donc ces petits corps qui peuplent le système solaire, comment dirais-je, nous apportent l'information utile. Voici ici des météorites, voici les météorites d'Allende, qui a été trouvé en 1973 dans un village mexicain. Et ces météorites nous racontent l'histoire du système solaire. Vous avez là des fusions, des choses fort intéressantes. Il y a un truc qu'on appelle des isotopes, c'est-à-dire le même atome de neutrons qui sont pas tout à fait le même, donc il y a des isotopes. Mais dans cette météorite-là, vous avez, bon, sans être technique, l'isotope numéro 26 du magnésium qui est en léger excès. Donc il nous montre que il s'est passé quelque chose. C'est l'aluminium qui était en 2026 qui était en excès. Cet aluminium peut être formé dans une étoile qui explose, ça c'est une supernova, et cette météorite nous raconte qu'au moment où le système solaire naissait, une supernova a explosé à côté. On a cru il y a 25 ans que c'était la maman du système solaire, il y a eu des titres d'articles disant ça y est, c'est l'étoile explosant a créé une onde de choc qui a formé le système solaire,
Pas du tout, c'était pas la maman, c'était plutôt, je dirais, une dame en vie de la maternité. Puis maintenant, il y a encore d'autres explications. Et tout ça pour vous dire, sans rentrer dans les détails, que sont inscrits dans ces météorites des messages sur nos origines et qu'on ne sait pas encore tous les dépouiller. Alors rapidement, voilà, vous avez tous reconnu ici la planète Mercure. Certains vont voir qu'elle ressemble à la Lune. Donc premier fait, il y a de la cratérisation importante. Donc le bombardement est quelque chose d'important pour la formation du système solaire. Autre fait, aussi Vénus. Vénus c'est marron. Hein. Seulement c'est une photo présentée aux soldats américains pour qu'ils votent les crédits. Donc on l'a mis en bleu, on dit ça mettra de meilleure humeur. Hein, c'est un peu la sœur de la Terre, ils ont voté les crédits, donc ça c'est en ultraviolet. Vénus est pudique, mais l'astronome est curieux. Donc on a mis doigt, les sondes sont posées dessus. Et on a lancé des satellites qui par radar ont vu quelle était la surface de Vénus. Nous avons maintenant une très bonne connaissance de Vénus, de son relief, de sa gravité, de ce qui s'y passe. C'est un endroit où on s'y brûle les doigts, puisque la température au sol est 400 degrés Celsius. La pression est 100 atmosphères, complètement aplatie. Hein. Puis aplatie mieux qu'une crème bretonne, des vrais qu'on fait à Paris, c'est pas les. Enfin, c'est à Paris. Et puis, on a du gaz carbonique, et pour donner un peu de goût, il y a de l'acide chlorhydrique et sulfurique en suspension, donc un véritable enfer. Donc, c'est pas là qu'on ira passer ses vacances. Et Vénus, voici un petit volcan, comme le volcan d'Auvergne, environ 2 km de haut, enfin un peu plus. On a reconstitué la carte de Vénus, bien qu'il n'y soit jamais allé, avec le tir radar. Nous avons ici la Lune, où il y a été aussi le seul scientifique qui a exercé son métier, le seul homme même qui a exercé son métier ailleurs que sur Terre, c'est Schmitt, qui était prof de géologie en Arizona. Dans Apollo 17, il a été ramassé des cailloux sur la Lune. Parce que l'ordinaire, les cosmonautes sont des gens très bien, mais on prend plutôt des sportifs ou des militaires. Hein, on vous suspend au bout d'une corde, on vous met des machins dans les oreilles, on vous met des lumières dans les yeux, on vous donne des ordres, vous obéissez. Déjà, le scientifique que Béodor, c'est pas un scientifique. Et donc, alors il y a des gens qui ont des scientifiques qui ont volé autour de la Terre, mais la navette, c'est l'approche banlieue. Mais aller ailleurs, d'ailleurs, c'est Schmitt qui l'a fait. Et donc, lui a ramassé des cailloux en toute connaissance de cause, en quelque sorte. Donc, nous avons une meilleure connaissance de la Lune maintenant, on a mis ces cailloux au laboratoire. Des cratères sur la Terre, aussi un météore cratère en Arizona, 1,2 km de diamètre, lui un corps d'environ 60 mètres de diamètre qui est arrivé ici, la route d'accès de la dimension. Ce cratère a été formé il y a environ 25 000 ans. Histoire de vous rassurer, il y en a un comme ça tous les 25 000 ans. Oui, il y a un petit fait, un petit peu technique, mais en gros, l'hydrogène a trois isotopes, qui sont l'hydrogène, le deutérium et le tritium. Le tritium est un élément d'une durée très courte de 12 ans, ça compte pas. Le deutérium, c'est ça avec quoi on fait l'eau lourde. Eh bien, quand vous fabriquez l'hydrogène au début de l'univers, au début de ce grand boom, eh bien, il y a une certaine proportion de deutérium au tout début. Dans une étoile, le deutérium, comment dirais-je, disparaît. Et il est fragile. Alors que l'hydrogène, bon, ben, oui, c'est l'hydrogène. Et donc, en gros, est-ce qu'on a pris une louche de matière dans le Soleil pour former la Terre, ou bien est-ce que la Terre s'est formée à partir d'un milieu plus froid? Eh bien, pour ça, il faut savoir quelle est la proportion relative de deutérium et d'hydrogène. Et si vous ne me croyez pas, vous rentrez chez vous ce soir, faites l'expérience. Vous ouvrez votre robinet, faites couler de l'eau, et alors, vous séparez l'hydrogène et l'oxygène. Vous demandez un peu d'énergie, donc vous séparez. Et quand vous avez l'hydrogène, vous comptez le nombre d'atomes de deutérium qui a par rapport au nombre d'atomes d'hydrogène. Alors, si vous trouvez un atome, en gros, de deutérium, à chaque fois que vous avez compté 100 000 atomes d'hydrogène, alors ça veut dire que la Terre est issue d'un milieu froid. Et si vous trouvez moins de 1 ou 2 atomes de deutérium à chaque fois que vous avez compté 10 millions d'atomes d'hydrogène, ça veut dire que la Terre est issue d'un milieu chaud. Donc dans le premier cas, eh bien, comme dans le Soleil, les Anglais ont raison. Dans le second, c'est les Français qui ont raison. Faites l'expérience, il y a sur Terre environ un atome d'hydrogène, des deutérium pour 100 000 atomes d'hydrogène. Donc la Terre est issue d'un milieu froid, la Terre est un morceau de Soleil qui a été arraché. C'est les faits. Je continue rapidement, la cratérisation elle est partout, sur Mars. Quand ça colle sur Terre, sur la Lune, ça fait boum. Quand ça colle sur Mars, ça fait splash. Il y a de l'eau sur Mars. Pour l'instant, de l'eau solide, la glace, de l'eau à l'état de vapeur d'eau, mais pas de l'eau liquide. Pression et température ne sont pas compatibles, donc l'eau coule pendant longtemps. Et pourtant, parce qu'il y a un volcan sur Mars, ça passe rapidement, et pourtant, vous avez des rivières sur Mars. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la lave qui a fait ça, la viscosité n'est pas la bonne. C'est que pour que de l'eau ait coulé, il faut que la température et la pression aient été la bonne. Et il y a environ 3 milliards d'années, 3,5 milliards d'années, et 3 à 3,5 milliards d'années, c'est le moment où la vie démarrait sur Terre. La grande question, c'est est-ce que là, qui est au nom des fossiles, il faut y aller, peut-être pas envoyer un sportif, lui envoyer un scientifique, et il va regarder s'il trouve un fossile. Et donc, en gros, si la réponse est qu'il y a des fossiles, eh bien, ça veut dire que dès que les conditions qu'on croit avoir compris pour former la vie sur Terre sont réunies, eh bien, à ce moment-là, la vie a aussi démarré sur Mars. Donc, l'idée serait que la vie est quelque chose de commun dans l'univers. Dès que les conditions sont réunies, ça démarre. Par contre, si on ne trouve pas de fossiles, ça veut dire que pour former la vie, il y a des conditions qu'on n'a pas encore comprises, et il faut aller voir un peu plus loin. Quelle que soit la réponse, sera, je pense, à partir du XXIe siècle, eh bien, nous verrons si la vie a démarré ou pas ailleurs dans le système solaire. Et le fait d'aller vers Titan,
pour comparer avec une Terre primitive. Le fait d'aller vers Europe, où on pense qu'il y a un océan de liquide, là aussi devrait nous donner quelques indications intéressantes sur ça. Phobos, satellite de Mars, avec une cratérisation importante. Bon, je ne vais pas revenir sur Phobos, je passe rapidement. Io, se superposant aux turbulences de Jupiter, c'est un peu l'inventaire des traces de vitesse. Les taches rouges de Jupiter, c'est cyclones. Un cyclone sur Terre, on sait ce que c'est, mais ça ne dure pas 300 ans, heureusement pour nous. Vous avez quelque chose qui a 2 fois la taille de la Terre. La couleur rouge est due à la phosphine, pH 3. Donc voici un peu la variété des phénomènes qu'on voit. Saturne, on a déjà vu éclairé le soleil dans le dos. Le voici Saturne, le soleil dans les yeux. Vous avez l'onde de la planète sur les anneaux, l'onde des anneaux sur la planète. On arrive comme ça à reconstituer en détail ce qu'il peut y avoir dans ces anneaux. Neptune, qu'on pensait un corps très froid, très inerte, qui en fait a montré 3 structures qui ont duré pendant les 6 mois de l'approche et d'autres structures qui duraient quelques dizaines d'heures. C'est la petite blanche qu'on a appelée Scooter, parce qu'elle va plus vite que tout le monde, elle change de fil sans arrêt. Hein. Et puis en gros, les satellites, alors ça c'est très étonnant, une diversité étonnante. Regardez-moi ça, quand on a vu ça, on n'a rien compris. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Une pizza, une maladie par voie, alors qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est Io, satellite de Jupiter, où le rouge c'est du souffle, le blanc c'est de la glace, le noir c'est le cratère d'un volcan. Et il y avait 7 volcans en activité quand on a survolé en 1979. Et on continue à voir les volcans, je vous les montre. Europe, une boule parfaite, un peu plus chauve, plus comme le crâne d'un chauve, hein, ni montagne, ni vallée, ni cratère, boule de glace. Et sous la glace, on pense qu'il y a de l'eau liquide, il y a des grandes discussions en ce moment. Regardez un détail sur Europe, la photo précédente vous montrait l'image à 1 km de résolution, la voici avec des dizaines de mètres de résolution par la sonde Galileo. Une structure extrêmement complexe, les gens se passionnent dessus en ce moment, les données arrivent les unes après les autres, assez lentement parce qu'une antenne est en panne. Ganymède, l'autoroute a été coupée, vous voyez, de l'activité à la surface, toujours autour de Jupiter. Regardez, Ganymède vu par Voyager, 1 km de résolution, le même endroit vu par Galileo, quelques 10 mètres de résolution. Donc on améliore de sonde après sonde la résolution, c'est une aventure qui ne fait que commencer, il y a plein de choses à faire. Callisto, le terrain le plus vieux du système solaire, c'est pire que Verdun après la bataille, et qui met le cratère. Voici ce corps qui est dans le même âge que les autres, à 4 ou 5 milliards d'années, mais il n'y a pas de cratères qui se sont recouverts mutuellement, aucune activité géologique, aucune érosion, rien qui efface cette cratérisation. Alors que sur Terre, l'activité est grande, et évidemment, elle efface cette cratérisation. Un petit portrait de famille des petits satellites de Saturne. Des clins d'œil, celui-là et celui-là, ils sont sur la même orbite, ils se courent après, situation qu'on n'imaginait pas auparavant. Et alors, si vous regardez autrement, celui-là a une forme de poire, celui-là a une forme de dent. La dent court après la poire, mais ne mordra jamais dedans. C'est frustrant. Un autre satellite de Saturne, 340 km de dimension, corps étonnant, c'est Hyperion. C'est un corps qui a un mouvement chaotique, sa période de rotation change sans arrêt, sa direction dans le ciel change sans arrêt. Vous voyez là-bas, donner un rendez-vous, si chaque journée a une durée différente, ça va pas être commode. Et vous achetez une maison au sud, comme au nord, hein, c'est pas et alors voilà, un corps qui a une forme de cacahuète de côté, puis vu par-dessus, on s'appelle, c'est pas Shiner, le nom des Américains, mais un hamburger. Et alors, bon, en slade, petit corps, 500 km de dimension, il y a eu des coulées, il y a eu des fractures, ce corps a une énergie interne, on ne comprend absolument pas pourquoi. Fait de marée, ça marche pas bien, le pneumatique, ça marche pas bien, donc à comprendre. Donc ce qu'on trouve, il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Jamais, la photo est saturée, un côté très brillant, un côté très noir. Est-ce que c'est un bombardement externe? Est-ce que c'est des causes internes? Donc on comprend extrêmement mal. Alors là, une photo très intéressante, petit temps, on voit rien. Hein. Et pourquoi on voit rien? Parce qu'il y a une observateur, on en a parlé, d'où la comparaison avec la Terre, d'où la mission prioritaire qui est actuellement en route à Saturne. Voici la falaise que je vous ai montrée, on la voit ici sur Miranda, satellite d'Uranus. Voici Triton, encore très étonnant. C'est la taille de la Lune, pensez que ça serait aussi mieux que la Lune? Ben non, c'est encore très différent. Avec, regardez ici, il y a une espèce de formation en forme de X, hein, ceux qui cherchent la planète X, ils l'ont trouvé, c'est écrit dessus. Il y a aussi un Y ici, vous voyez, donc XY, on a le sexe de l'objet. Il y a des traînées noires, voilà les fameux geysers. Bon, je ne vais pas vous montrer la photo, mais en gros, on a pris 3 images, on a fait un film avec, on a mis 3 images bout à bout, et on voit cette image qui est très saute. Je dis toujours que c'est un film qui est plus naïf que Méliès, hein, 3 images seulement, mais plus cher que Bénur, hein, et on voit les geysers, qu'est-ce qu'est la source d'énergie, on n'a pas du tout compris. Voici un corps, c'est le corps le plus lointain exploré par l'homme. On est là à 4,5 milliards de kilomètres de la Terre, et la température est de moins 240 degrés Celsius. Ah, c'est frisquet. Prenez une petite laine. Et voilà, c'est encore passionnant, hein, mais il faudrait y retourner. Alors, les anneaux. Bon, là, on a fait en fausse couleur pour montrer la différence. À quoi sont dues ces différences de couleur? Eh bien, ou bien des états de surface différents, ou bien une composition chimique différente, c'est pas encore. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a plein de structures. Là, on avait notre Saturne, avec des phénomènes de confinement. Ce satellite-là repousse cet anneau vers l'extérieur, celui-là repousse vers l'intérieur. Et donc la gravitation
joue un petit peu dans le déplacement, un rôle de confinement, hein, ce à quoi on ne s'attendait pas du tout dans l'exploration. Voici les anneaux d'Uranus, de Max, comme les cordes d'une guitare, en quelque sorte. Voilà les anneaux de Neptune, nous avons la chance de trouver en 1984, avec la planète Neptune, côté jour, côté nuit, l'anneau Le Verrier, l'anneau Adams, et sur ces anneaux Adams, 3 arcs, que nous avons appelés liberté, égalité, fraternité, en français dans le texte. Hein. Les Américains ne voulaient pas, ils ont dit oui, ça fait trop français. Ils disent comment, la liberté, c'est trop français, bon, ils ont accepté. Puis, fort de l'expérience de Washington, on a fait les réunions à Florence et à Buenos Aires. Donc, on était déjà sur des territoires plus lacans. Hein, donc les noms ont été acceptés. Et avec l'une des personnes avec qui je collabore, qui s'appelle Cécile Ferrari, elle a trouvé un 4e arc de matière ici. Alors, on s'est dit comment on va l'appeler, hein, alors on a cherché quelque chose d'une valeur universelle, en quelque sorte. On l'a appelé courage, qui après tout une qualité parce qu'il partage avec ça. Et du coup, ça fait courage, liberté, égalité, fraternité. Ce qui fait qu'on prenait les premières lettres, ça fait C, L, E, F. Et la clé, en anglais, c'est la clé de musique, l'harmonie du ciel, etc. Et en français, c'est la clé pour comprendre. Et pour comprendre quoi? Comprendre qu'il y a des arcs de matière ici, qui sont confinés dans la direction radiale, qui sont confinés dans les émissions azimutales, contrairement à tout ce qu'on a pu attendre. Parce qu'à cause de votre Kepler, si vous avez un arc de matière, il peut s'étaler en une semaine. Or, il n'est pas étalé, on l'a suivi pendant plusieurs années. Donc, s'il y a un phénomène de confinement, peut-être que ce phénomène a joué un rôle pour rassembler la Terre, ce qu'on est en train de chercher en ce moment. Et en tout cas, vous voyez donc que les Anglais font de la musique et les Français cherchent à comprendre. Hein, donc, vous avez autour de la bulle. Alors à quoi ça ressemble tout un anneau? Je suis un tableau que j'avais acheté à Bill Hartmann, qui est quelqu'un qui est un de nos collègues qui peint des tableaux, qui est pour l'instant dans l'espace. Et j'ai dit, fais-moi ce que je verrais si j'étais assis sur un caillou autour de Saturne. On a beaucoup discuté, etc. Voilà ce qu'il a fait. Alors on a bien la partie sombre, on a bien un ciel bleu, hein, ça ne va pas tromper, hein, la lumière est sur Saturne qui donne une couleur un peu orangée, la réduction de taille qu'on imagine. Donc il m'a fait ce beau tableau, comme je suis un copain, il m'a fait payer $800 seulement, donc j'étais content, je l'ai ramené sous mon bras, je l'ai mis chez moi. Quand j'ai passé la douane, le douanier m'a dit c'est quoi ça? Je dis c'est de l'astronomie. Ah bon, donc j'ai pas payé de taxes, donc je l'ai mis, et puis quand je suis retourné aux États-Unis quelques mois plus tard, il y a un collègue qui a dit, alors, à cause de passant, voici ici la vieille conception des anneaux, et voici la nouvelle. Et donc voici une autre conception, une espèce de coton qui se fait des effets sans arrêt, et on ne sait pas qu'est-ce que c'est effectivement. Et dans le cas précédent, c'est une approche qu'on appelle en physique de N-core, c'est-à-dire avec des parcours moyens importants. Dans ce cas-là, c'est une approche pour les hydrodynamiques, on ne sait pas quelle est la bonne. La mission suivante ne nous donnera pas, je pense, encore la réponse. C'est que les anneaux, c'est ça, tout simplement. Ça, c'est pour m'excuser de vous courrier en retard des gens à qui je n'ai pas répondu, mais je peux passer la gaffe, hein, on le fera un jour. Alors, tout ça, pour vous dire, alors on va montrer quelques transparents en vitesse. Alors, si on me donne 5 minutes pour monter quelques transparents, 5 minutes pour l'explication, et comme ça, je m'arrête. Alors, attention à vos yeux, j'allume ici. Alors, dans la recherche des preuves, vous avez compris qu'on cherchait des preuves dans le système solaire. Alors, les deux remarques que je vais faire maintenant, cherchons des preuves hors du système solaire. Est-ce que nous n'avons pas ailleurs des choses qui se passent, où d'autres planètes se formeraient, d'autres systèmes solaires se formeraient? Alors, première chose, on a compris que dans l'espace, eh bien, je vous remonte ici l'image qu'on a vue de la nébuleuse du Crabe, il y a beaucoup de gaz, il y a beaucoup, comment dirais-je, de gaz qui est éjecté par les supernova, les étoiles, peu importe, il y a ce qu'il faut comme gaz. Il y a non seulement du gaz, mais il y a aussi des poussières, ici la fameuse tête de cheval. Donc le gaz et les poussières, il y a les ingrédients qu'il faut pour que ça commence. Alors actuellement, les astronomes sont en train de réaliser le rêve qu'ils avaient depuis des siècles, c'est-à-dire d'assister à la naissance des étoiles. Alors comment ils font? Eh bien ils observent à différentes longueurs d'onde. Voici ici, regardez ici, bon les fameux piliers de l'aigle, c'est une photo classique, vous avez vu dans beaucoup d'endroits. Vous avez ici donc, comment dirais-je, là, ici, on a un exceptionnel contraste énormément. Si vous allez vous promener par là, vous voyez quelque chose de beaucoup plus pâle. Et au bout de ce pilier, une partie brillante, toutes les étoiles sont en train de se former. Et comment on s'y prend en tant qu'astronome pour comprendre comment ça se passe? Eh bien, voici l'image en rayonnement visible, et voici la même image en rayonnement infrarouge. Alors, vous reconnaissez en infrarouge les trois piliers, l'image est évidemment moins bonne, mais pas la même résolution. Vous voyez bien la partie brillante au bout, et si vous comparez les deux, moi je le fais un peu naïvement, vous voyez, vous comparez cette image avec celle-là, cette image avec celle-là, et je ne peux pas les superposer parce que si je superpose, je n'ai pas la même échelle, on ne verra rien de toute manière, mais vous comprenez fort bien qu'avec ça, on obtient des informations sur le condition physique qu'il y a dans ce milieu, avec ça on obtient d'autres informations, et en les combinant, eh bien, on a une petite idée d'endroit où se forment des étoiles. Et voici par exemple une image qui a été faite par le satellite ISO, satellite européen, dans la constellation de Fucus. On voit quelques points blancs, et chacun de ces points blancs représente une étoile en train de naître. Donc là, nous sommes dans une maternité. Hein, donc, si j'avais fait une conférence avec le son vous entendriez areux, donc j'avais limité la conférence. Hein. Et voici, rentrons dans une chambre, et voici un bébé, regardez, un beau berceau. Voici le bébé, on a 2 fois la taille du système solaire. Et pourquoi on commence à voir ce qui se passe? Parce que le rayonnement visible est arrêté par les poussières,
et le rayon infrarouge peut passer à travers. Donc on a de l'information sur ce qui va se passer là-dedans. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir ce qui se passe, et sans rentrer dans les détails, l'information forte importante que l'on a depuis un peu plus de 10 ans, mon image n'est pas bien, puis je l'ai rayée, peu importe, elle est de mauvaise résolution. Retenez la chose suivante, c'est que former une étoile qui s'effondre sur elle-même, moi ça fait 30 ans que je suis étudiant, on prend la matière, ça s'effondre, et puis quand ça s'effondre, la pression monte, la température monte, la réaction thermonucléaire commence, et le soleil. Bon, je racontais cette histoire, et dans le fond je n'étais pas très convaincu. Pourquoi? Parce que quand l'étudiant faisait le calcul, et qu'il calculait effectivement dans l'effondrement, il voyait qu'on ne peut pas faire s'effondrer une face sur elle-même. Il y a qu'en gros, c'est tellement chaud que ça se disperse. En gros, ça tourne, comme le coup du patineur, quand il tourne, qui ramène ses bras, tourne de plus en plus vite. Ça tourne trop vite, ça casse. Et en plus, le champ magnétique, en plus, va geler la matière, ça ne peut pas s'effondrer. Donc, pour des raisons, je dirais thermodynamiques, pour des raisons de rotation, pour des raisons magnétiques, on ne peut pas former une étoile. Pourtant, il y en a. Et bien, la réponse, je crois qu'on est en train de la tenir, c'est que à la formation d'étoiles apparaissent deux phénomènes. D'une part, des jets de matière dans la direction polaire, et d'autre part, des disques. Donc, dans le plan équatorial apparaissent des disques. Et dans les régions polaires, pourquoi polaire? Parce que le disque va freiner, des jets qui sont éjectés. Donc vous voyez, à l'effondrement d'une étoile correspond une explosion. Je dirais que de la même manière qu'il n'y a pas d'amour sans haine, il n'y a pas d'effondrement sans explosion. Et il y a des disques qui se forment dans le plan équatorial. La grande question, c'est est-ce que ces disques sont le début d'un disque où des planètes vont se former, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Nous ne savons pas y répondre pour l'instant. Certains disent, ça y est, j'ai compris, c'est là qu'on va former des planètes. D'autres ne savent pas. Mais les gens qui forment des étoiles nous expliquent qu'ils vont jusqu'à un certain type de disque. Les gens qui forment des planètes nous expliquent qu'ils partent d'un certain type de disque. Et le raccord entre les deux, bon, il n'est pas évident. C'est ça actuellement l'activité des astronomes. Alors pour former, je vous ai parlé des disques, voici des exemples de jets, par exemple. Regardez ici, des exemples de jets qui sont associés à la naissance des étoiles. On voit ceci, on voit ci d'autres. Bon, je ne vais pas tous les montrer, ça serait trop long. Voici un petit peu plus récent peut-être. Voici des jets de matière avec les instruments infrarouges de la station spatiale est visible, c'est-à-dire un jet de matière correspondant à l'étoile jeune à la naissance. Alors maintenant, comment on va faire pour déclencher la formation d'une étoile? Pour qu'il y ait ce qu'il faut? Eh bien, nous avons plusieurs manières. Une galaxie spirale. Une spirale, c'est une onde de densité. Quand l'onde avance, la matière est condensée. Voilà un cas favorable pour déclencher la formation. Un autre cas favorable, eh bien voici, c'est la collision de deux galaxies. Et ici, c'est la fameuse galaxie de la roue de Charette, en quelque sorte. Et bien là, vous avez une collision, c'est le coup de noyau d'olive que vous enlevez. Et bien la périphérie, la voici, le noyau le voici. Et vous voyez que la périphérie est toute violette. Il y a des générations d'étoiles qui naissent, des collisions, il y a du gaz, ont favorisé la formation des étoiles. Donc voici une manière de favoriser. Voici un autre exemple que tous les astronomes amateurs connaissent. Voici ici la galaxie, comment dirais-je, des antennes. Voici la photo traditionnelle du Mont Palomar. Vous avez ces antennes ressemblant à un insecte. Vous faites une photo du centre par le télescope spatial et vous voyez ce qu'est le centre. C'est issu de la collision de deux galaxies. Et la partie un peu violette correspond à une flambée de formation d'étoiles. Et alors un petit peu plus loin, je vous ai parlé tout à l'heure de la nébuleuse d'Andromède. Eh bien, vous savez que la nébuleuse d'Andromède, visible à l'œil nu, on recommande d'ailleurs d'en profiter, de le voir. On dit que le climat transparent n'est pas très beau, mais bon, en gros, c'est une simulation faite par des collègues. Entre la nébuleuse d'Andromède et notre galaxie, les deux vont rentrer l'une dans l'autre. Il y aura une collision. Et cette collision va correspondre à une flambée de formation d'étoiles. Et vous verrez, si vous êtes patient, vous attendez, nous verrons dans le ciel deux voies lactées. Bon, ça sera dans 1,5 quart d'année, donc ménagez-vous, ne faites pas d'excès, enfin, vous faites ça raisonnablement. Et là, nous verrons un ciel super. Alors maintenant, essayons de chercher si on ne trouverait pas d'autres planètes ou d'autres étoiles. Alors, si on fait ça dans le système solaire, regardez la difficulté. Voici la première photographie qui n'a jamais été prise du système solaire vu de l'extérieur. Il s'agit de la sonde Voyager. Le Soleil est ici, ce qu'on a fait, la sonde Voyager quittant le système solaire, Voyager 1. Eh bien, mon imprimante, je suis désolé, qui n'était pas très bonne là. En gros, on a balayé le ciel par des. Vous voyez, ceci représente le champ de la caméra. Alors, on retrouve Neptune, on trouve Uranus, on trouve Saturne, on trouve le Soleil. La Terre est juste à côté. Si j'agrandis chacun des petits points, on est là à 4 heures-lumière 5 heures-lumière du Soleil. Je rappelle, la plus proche était 4 années-lumière. Et quand j'agrandis, tout ce que je vois, c'est des petits points. Un point comme Jupiter, un point comme Neptune. Et pour la Terre, dans un rayon du Soleil, parce qu'on a l'impression d'un défaut de plaque, eh bien, il y a un petit point. Ce petit point, c'est la Terre. Donc, à 5 heures-lumière, la Terre est déjà pratiquement plus visible. Alors, de là à avoir des planètes au point, c'est pas évident. Alors, les astronomes l'ont fait, ont mis au point, en particulier des astronomes suisses, Meyer et Kellos, en utilisant le certain nombre de Provence, ont mis au point un système pour voir si une étoile ne vibrerait pas. S'il y avait une étoile avec un compagnon sombre, l'étoile bougerait un petit peu. Et bien, ils ont mis au point un instrument qui a permis de détecter ça, et du coup, on a vu que les étoiles bougeaient un peu. Alors, au début, on s'est demandé si elles pulsaient ou si elles bougeaient, on a vu qu'elles bougeaient, et ça veut dire qu'elles ont des compagnons sombres. Alors, de là à dire qu'on a un système solaire, non,
c'est pas du tout la situation du système solaire, le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter qui est sur le mur là-bas. Ce sont des gros objets près des étoiles. Et la leçon de cette affaire, c'est que c'est la diversité de ce qu'on peut observer autour des étoiles. Le monde est plus divers qu'on le voudrait. Et si on veut trouver une autre planète comme la Terre, alors il faut plutôt aller dans la direction qui est celle, comment dirais-je, qui a été prise, voici un exemple, d'un disque de matière qui a été trouvé près d'une étoile. Un de ceux qui est à l'origine de cette expérience, c'est Bradford Smith qui a conçu les caméras de son Voyager. Eh bien, nous avons là, non pas les anneaux de Saturne, mais une étoile masquée ici, avec un disque de matière. Ce qui est important, le disque est confiné ici et confiné ici. Je rappelle ce qu'on a vu pour les arcs de Neptune. Et ce confinement, peut-être, manifeste la présence d'une planète qui, dans ce cas-là, sera un objet de taille beaucoup moins grande que ce qu'on parle pour les systèmes complètement découverts. Alors, nous avons cherché à l'extérieur, nous avons cherché à l'intérieur, et donc, du coup, avec tous ces faits, bon, il y en a bien d'autres, hein, je n'ai pas le temps de les reprendre, voyons simplement le scénario en quelques mots. Alors, donc, je réclame ici, je rappuie là, donc vous voyez les disques, je vous en ai parlé. Je tâtonne pour trouver ma flèche, ça y est. Donc disque et jet, ça c'était une des grandes leçons de l'histoire. Et en gros, je ne vois absolument pas sur quoi j'appuie, mais j'appuie. Voilà. Alors, le scénario, tout démarre, c'est la constellation d'Orion, le contre-veste, peu importe. Actuellement, la modernité la plus proche, c'est Orion, les étoiles sont en train de naître. Peut-être des systèmes solaires sont en train de naître. Donc, quelque part dans le ciel, il y a environ 4,56 milliards d'années, et bien, quelque part, un amas d'étoiles s'est formé. Le Soleil a quitté son amas d'étoiles, il est actuellement célibataire, mais il n'était probablement pas, il était dans un amas au début. Et l'histoire, en gros, c'est que d'abord on a fragmenté le milieu. Alors comment ça se fragmente? On comprend extrêmement mal la toute première étape, la toute dernière. Nous ne sommes pas capables actuellement de décrire quantitativement comment la fragmentation se passe et comment il se fait que la matière après continue, et bien se fragmente en grumeaux, chacun des grumeaux donnant naissance à une étoile, un peu comme le Soleil, un peu plus ou moins massif. Ça, on ne sait pas le décrire. Alors, on dit que ça fragmente, et puis on ne sait pas très bien que faire. Alors, en gros, vous avez un disque de matière qui se forme. Et dans ce disque de matière, eh bien, on y distingue un certain nombre d'étapes, c'est-à-dire qu'au début, le Soleil est extrêmement chaud. Donc, puisque le Soleil est chaud, eh bien, tout simplement, autour, il n'y a que du gaz. Alors, on va peut-être laisser la diapo. Oui, on va laisser la diapo, je vais juste montrer une image. L'idée, vous voyez, c'est que vous avez un disque de matière, donc une nébulosité qui va s'effondrer sur elle-même, jusqu'à donner un disque. Et comment ça se passe dans ce disque? Alors, attendez, je sais pas si c'est bon, voilà. Vous avez, donc voilà, 5 étapes. Représenté, on verra mieux la diapo après. Alors au début, le Soleil s'effondre sur lui-même, c'est très chaud, c'est du gaz. Donc on a un disque de gaz. Le Soleil stoppe son effondrement, c'est plus froid. Quand on refroidit du gaz, on solidifie. Donc on a un disque de grains qui se forme. Localement, il y a des instabilités. On va pas dans les détails, mais ces instabilités font que les grains se rassemblent. Il y a au nom de la turbulence, donc dans ce cas-là on a deux voies possibles, mais le résultat, c'est que de ces grains, on forme un disque de planétésimaux, c'est-à-dire des petits corps qui ont 500 mètres, 1 km. Et ensuite, ces planétésimaux se cognant, on forme des embryons qui ont 500 km ou 1000 km. Et ces embryons se cognant dans les planètes. Donc 5 étapes, un disque de gaz, suivi d'un disque de grains, suivi d'un disque de planétésimaux, d'un disque d'embryons, d'un disque de planètes. Et on ne comprend pas vraiment la toute première étape, comment on fragmente, et la dernière étape, on sait former assez facilement dans le système solaire quelques comment dirais-je, 50 ou 60 petits corps de 1000 km. On ne sait pas former les planètes qui existent actuellement. Alors donc il y a encore de grandes questions. Et donc pour représenter ce à quoi ça peut ressembler, voici le tout début. On a des poussières, toute cette lumière un peu rouge. On a des petits planétésimaux qui sont les grands-pères et les grands-mères. Voici un tableau d'Hartmann représentant ce qui a dû se passer au début. Alors si je retrouve le truc, je pourrais appuyer. Alors appuyons rapidement. Alors les collisions, quand elles sont violentes, on ne sait pas le faire en labo, hein, parce que 2 corps de 10 km de dimension se heurtant à l'absence de gravité, c'est pas facile à faire. Donc on a représenté un tableau d'Hartmann avec cratérisation, collision, éjection, fusion, tous les phénomènes associés. Donc quand on joigne très fort, on casse, et quand on cogne doucement, on agglomère. Donc cette succession de divorce et de mariage vont donner naissance aux planètes que nous connaissons, qui s'accumulent petit à petit, et qui s'accumulant petit à petit, vont donner une Terre primitive très chaude, ça bombarde, ça colle, ça se contracte. Là, dans cet amphi, il faisait 2000 degrés, vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de continents, tout ça. Ça s'est refroidi lentement, et en se refroidissant lentement, eh bien, le corps s'est différencié, un peu comme quand vous mettez l'huile et du vinaigre dans un verre, le lourd tombe au fond, le léger à la surface. Donc au début, c'est homogène, à la fin, vous avez le fer et le nickel au centre, vous avez une espèce de manteau, une croûte par-dessus, et la croûte, c'est un peu comme ce dessin que j'ai à ma grand-mère, quand c'était des îles flottantes. Hein. Le jaune, vous voyez, c'est le manteau, le blanc d'œuf qui flotte par-dessus. Si vous secouez le dessert en allant le nez, bah, ça bouge, bah, la dérive des continents, tout le bazar, etc. Donc c'est la géométrie. Et en gros, dans l'interprimitive, voici la Terre où j'ai enlevé les océans, ça ne plairait pas aux océans. Enfin bon, on voit les terrains vieux en jaune, les terrains plus jeunes en bleu.
Et cette terre évidemment évolue, et dans cette évolution, eh bien, voici la terre primitive très chaude. Les volcans éjectent essentiellement du méthane, de l'ammoniac, du dioxyde de carbone et de l'eau. L'ultraviolet solaire casse les molécules, l'hydrogène s'évade, le carbone et l'azote retombent, on a une soupe primitive, une chimie compliquée se développe, acide aminé, et ça c'est une autre histoire, je passe quand même à la solution spécialiste. Et donc finalement, attendez, je regarde rapidement, deux petites diapos pour terminer, en 2 mots. Donc vous voyez le scénario là, les faits on les a accumulés, la vérité on l'a pas encore parce qu'on a encore plein de choses à faire, il y a plein de questions qui se posent. Et donc je vais terminer par un clin d'œil. Nous avons fait ce progrès grâce à l'exploration du système solaire. Maintenant nous pouvons penser à l'exploration suivante. Et c'est un petit peu un rêve, vous faites différence aussi d'amateurs d'ailleurs, des projets qui s'appellent Dédale, Ramjet, etc. L'idée c'est comment ferions-nous pour aller observer un autre système solaire ailleurs, autour de notre étoile. D'abord il faudrait le découvrir, ce qui n'est pas encore le cas. Et supposons qu'on l'ait découvert, alors on enverra une mission. Eh bien, on envoie une mission, qu'est-ce qui se passera? On mettra 10 ans à la concevoir. On mettra 10 ans à la faire financer par les hommes politiques. On mettra 5 ans à assembler autour de la Terre, la sonde. On mettra 3-4 ans pour les rassembler l'hélium 3, l'hélium 4, le côté nucléaire, pour un moteur nucléaire. On mettra, alors pour y aller, on peut y aller très vite, mais on ne peut pas freiner l'arrivée. On peut y aller très doucement, mais si on met 10 ans, ça ne vaut pas le coup. Alors, prenons un compromis, on mettra 150 ans. On arrivera sur place, on y passera 1h30, on prendra quelques photos, on les enverra sur la Terre, supposons que l'objet soit à 20 ans, 30 années-lumière, on a le résultat. Donc au bout de 10 ans, plus 10 ans, plus 5 ans, plus 3 ans, plus 150 ans, plus 1h30, plus 20 ou 30 ans, on aura les résultats. Donc vous voyez, ça sera l'aventure de demain, est-ce qu'on la fera en 2300, en 2500, en 3000, j'en sais rien. Mais on la continuera cette aventure. Et finalement, un dernier clin d'œil par rapport au calendrier que je vous ai montré, toute cette histoire, voici 2 traces de pas, je crois qu'elle le résume. Une première trace de pas, eh bien c'est, moi je ne suis pas spécialiste de ça, mais mes collègues me disent que c'est la trace de pas d'une femme, dans la corne de l'Afrique. L'homme était apparu sur Terre il n'y a pas si longtemps. Le poids, c'est-à-dire que c'est une femme, le pied a tourné, donc elle a été chargée. On imagine que cette femme avait dans ses bras un bébé, et qu'elle a été effrayée, son pied a tourné sur un animal sauvage qui l'a attaqué. Donc on est là, il y a quelques secondes dans le calendrier que je vous ai donné, et quelques secondes plus tard, c'est une trace de pas sur la Lune qui est le début d'une belle aventure. Et entre ces 2 traces de pas, il y a une sacrée aventure. C'est pour ça que ceux qui dénigrent la science, qui croient être dangereux, etc. et tout, ils n'ont pas compris qu'en fait on est en train de vivre une belle aventure, et qu'on n'a pas encore la réponse, mais heureusement pour nous, parce que si on avait la réponse, on s'ennuierait, et vous avez compris, l'astronomie, le dernier métier, on sera au chômage, compte tenu d'une personne de travail. Bon, vous m'avez pas posé beaucoup de questions là. Bon, on va arrêter là, je vois que Daniel s'impatiente. Non, pas du tout. Bon, alors on va rallumer la lumière, attention aux yeux. Donc maintenant que j'ai fini l'introduction, il me reste encore ça de transport à vous montrer. Mais bon, on va quand même arrêter. Alors écoutez, posez-moi vos questions, je suis là pour répondre aux questions. Merci beaucoup, parce que je suis un peu déçu quand même, je croyais que tu allais nous tenir jusqu'à 2h du matin. Je peux. Vous avez promis ça. Tu m'as tellement dit qu'il faut aller vite que je sais pas de mon On se donne 1 à 2 heures pour les questions. Je suis là. Merci. Pas tous à la fois. Question. Oui, Je suis surpris de lire que l'équateur du Soleil serait incliné par rapport à l'effectif évidemment environ 5 degrés. Ah non, ça c'est pas. Et Vous avez vu ça? C'est une fausse impression. En gros, le système solaire c'est simple. Mais c'est bien de poser cette question, la raison suivante. C'est qu'en gros, si vous concevez, ce qui est notre image pour l'instant, mais si vous avez fait cette conférence en 1927, je vais vous expliquer que c'est un filament de matière arraché. Et je vous l'aurais dit avec conviction. Et maintenant, sinon, ça ne marche pas à cause de l'éthérium que j'ai montré là. Donc, ce que je vous raconte aujourd'hui, celui qui fera une conférence en 2050 à la Société astrophysique, il dira, oui, les vieux machins en 2000, ils avaient une conception archaïque. Donc, je vais pas casser le matériel. Et donc, ce que je vous dis, j'aimerais que vous le preniez avec prudence. Je vous dis où on en est. Alors, par rapport à votre question, eh bien, si vous faites effondrer une nébulosité, le centre va donner naissance au Soleil, vous avez tout qui est dans le même plan. Ce disque dont je parle va s'aplatir parallèlement à un axe de rotation. Et effectivement, on a bien l'équateur du Soleil, les planètes qui sont dans le même plan, à un détail près. En première approximation, dans le même plan. En deuxième approximation, Mercure, Vénus, Mars et d'autres, pas Pluton, ils sont inclinés de 1 degré, 0,5 degré, 2 degrés. Pluton 17 degrés par rapport au Soleil. Mais Pluton, vous savez, n'est pas une planète. C'est un astéroïde en gros comme Cérès. Le problème, c'est que les Français ont trouvé Neptune, les Anglais ont trouvé Uranus, les Américains ont trouvé Pluton. Alors ils ne veulent pas prendre des bêtises. Bon, alors, ils sont un peu jeunes encore, on va pas les énerver. Donc, mais Pluton est incliné parce que c'est comme des astéroïdes. Mais les planètes, c'est-à-dire les 8 planètes qui existent, sont à 0,5, 1 degré, 1,5 degré maximum du Soleil. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est bien un disque plat, mais pas tout à fait plat. Et le petit écart, ça donne une information précieuse sur le début. Alors ça sera un petit peu technique, mais après les 7 degrés, non. Et alors dans votre question,
Ce qui est incliné, c'est la Lune, qui est inclinée de 5 degrés sur l'équateur de la Terre. Donc il y a des gens qui disent la Lune, eh ben, c'est un bout de la Terre, je prends une côte de la Terre sur la Lune, d'accord? Eh ben, si vous cassez la Terre en deux parce qu'elle tourne trop vite, ben, elle part dans le plan d'équateur. Tout enfant, il joue avec une fronde, c'est bien que la pierre part dans le plan, elle tourne la fronde et pas dans le plan perpendiculaire. Donc ça veut dire que, comment dirais-je, la Lune, si elle était arrachée à la Terre par une stabilité de rotation, serait dans le plan, elle est alliée de 5 degrés. Et du point de vue énergétique, faire sortir du plan de 5 degrés, c'est énorme. Donc les 7 degrés que vous citez, non seulement ils sont faux, mais je ne vois pas comment on s'en débrouillerait. Bon, c'est une faute d'impression. Moi, écoutez, moi j'ai écrit une fois un bouquin, je l'ai lu 150 fois, il reste encore 13 fautes d'impression. Hein. Et bon, bah, on a beau relire, on n'y arrive jamais. Hein. D'autres questions? Oui? S'il vous plaît, comment doit-on comprendre la différence des compositions chimiques des planètes? Alors, la différence, vous avez vu, c'est que la nébulosité initiale, a priori, est homogène, composée pour l'essentiel d'hydrogène et d'hélium, et puis pour seulement 1% d'éléments plus lourds. Oui, si je pouvais retrouver, je ne sais pas. Puis tenez, si vous voulez fabriquer un système solaire ou une planète, voici les proportions à mettre. Hein. Donc pour l'univers, vous achetez ça, hein, 25% d'hélium, 24%, 64% d'hydrogène et 1% du reste. Le système solaire, c'est pareil. La Terre, c'est très différent. Donc en gros, l'idée, c'est que si la composition chimique traduit en gros la température. Quand il fait trop chaud, les éléments légers sont évaporés. Donc là où il fait chaud, l'essentiel d'hydrogène et l'hélium sont partis, donc il reste plus que dans le violet, qui ensuite va se répartir dans autre chose. Et donc l'idée, c'est que le gradient de température, la variation de température, pardon, en distance au Soleil, a commandé la composition chimique. C'est ça l'idée. Alors c'est un petit peu plus compliqué dans le détail, parce que si vous croyez ce que je vous dis là, ça signifie que si j'enlevais à Jupiter et à Saturne l'hydrogène et l'hélium, je retrouverais la composition de la Terre. C'est pas tout à fait exact. C'est d'ailleurs assez mal compris. Donc il est clair que dans les scénarios de formation du système solaire, le facteur physique essentiel qui explique les différences de composition chimique, c'est la température. C'est ça. Et en gros, pourquoi la température? Parce que je vous expliquais qu'il y a un gaz. Alors d'abord, je disais qu'il y a deux notions différentes. Il y a cette idée où quand c'est chaud, il y a des légers qui partent. Ça c'est une chose. Et une deuxième chose, le gaz que vous avez, eh bien, il va se condenser en grains dans des conditions de température différentes. Près du Soleil, il fait très chaud, loin du Soleil, il fait très froid. Donc près du Soleil, on formait des éléments réfractaires, comme de l'alumine, Al2O3, des choses comme ça. Loin du Soleil, on formait des glaces d'ammoniac, des glaces de méthane, des glaces de dioxyde de carbone. Et donc vous voyez très bien que la condensation de ce gaz en grains va dépendre de la température. Ce qu'on appelle la cinétique chimique, les réactions chimiques ne sont pas les mêmes à températures différentes. Et comme la température va varier avec la distance du Soleil, ça varie comme un fureur en général, vous allez retrouver une composition chimique qui va varier comme la distance. Mais attention, ça c'est la composition des petits planétésimaux, des grains, qui ensuite vont se rassembler dans les planètes. Donc il peut y avoir des étapes intermédiaires. Et pour vous parler grossièrement, on s'y retrouve bien, cette idée naïve que je donne explique assez bien la composition chimique. Dans le détail, on est un peu perdu. Un tas d'anomalies, de choses qui ne vont pas bien, etc. Et puis il y a non seulement la composition chimique, il y a aussi la composition isotopique. Par exemple, la Lune a une quantité d'isotope 16 de l'oxygène qui nous indique qu'elle n'a pas pu être formée très loin de la Terre. La Lune n'a pas été formée du côté de Pluton ni du côté de Mercure. Donc on a des conditions très strictes sur l'endroit où elle a été formée. Mais ça devient très compliqué, très lourd, et j'ai voulu juste survoler. Vous montrer que nous étions des détectives qui avions des coupables. Mais les coupables, si vous voulez, c'est en quelque sorte que nous sommes coupables dans ce que nous faisons de violation de secret d'instruction. Hein, on vous raconte des pistes, mais on n'est pas sûr que ça devrait être coupable. Alors, tantôt vous dites, les journaux, c'est telle nouvelle et tout. Et ce que je voudrais vous distinguer aussi quand on donne dans une année scientifique, je dirais qu'il faudrait bien distinguer ce qui est sûr, ce qui est hautement probable, et ce qui est spéculatif. Si je vous dis la Lune tourne autour de la Terre, j'en suis sûr. Je suis prêt à parier avec vous. Non, il n'y a pas de Lune, c'est une illusion. On peut me couper la main. Non, j'y crois. Si vous me dites que l'univers est en expansion, bon, j'y crois vraiment. Ce qu'on fait, ça marche. Mais à 99,9%. Qui me dit que dans 5 siècles, on ne pourra pas un truc qui. Donc ça, c'est, je dirais, presque une preuve judiciaire. Le faisceau de preuve est tel que vraiment celui-là est tel de coupable, un condamné. Mais on sait bien que parmi les milliers de condamnés, il y a quelques innocents. Et puis maintenant, je suis spéculative. Si on explique un trou noir géant qui au centre de ceci mange, qui explique, on voit les qui tournent, qui frottent et qui forment des sources X, bon, probablement que c'est une bonne explication. Mais c'est encore très spéculatif. Et souvent, il y a ce mélange entre ce qui est une théorie, une hypothèse, un outil de travail, entre ce qui est hautement probable et ce qui est sûr. Et c'est là toute la difficulté. Donc la composition chimique, pour répondre à votre question, c'est la température qui est toujours l'essentiel.
Et dans le détail, c'est un sacré problème. Deuxième question. Oui, ben en attendant, tu as une troisième. D'accord. Oui. Vous avez insisté sur le fait que le Soleil est exceptionnellement une étoile célibataire. Oui, 20% quand même, oui. Il y en a 20% qui sont comme lui. Donc c'est peut-être pas. Les systèmes planétaires se forment normalement autour d'un système double. Alors ça c'est autre chose. Ça c'est, il y a des collègues qui travaillent là-dessus, et on peut effectivement former un disque de matière autour d'un système double. On peut même avoir des planètes autour d'un système double. Le problème qui est souvent posé, on ne va pas rentrer en détail, c'est que si vous avez des planètes autour d'un système double, elle se revient très loin du système double, avec une orbite circulaire ou elliptique, et donc très loin il sera très froid, ou bien quand elle sera très près, et dans ce cas-là il y a une orbite en forme de 8. Et comme il y a une étoile qui est plus chaude que l'autre, eh bien vous prenez des chauds et froids sans arrêt. C'est donc pour éventuellement faire naître la vie, c'est pas favorable. La vie, il faut la bonne température à peu près constante, ça bouge pas trop, un peu mais pas trop. Et donc beaucoup de gens se sont moins intéressés au système double à cause de ces orbites un peu compliquées. Cela dit, on trouve, bon, je veux dire, je parle dans le détail, mais c'est un sujet ouvert de recherche sur les différentes orbites, puisque vous savez que le problème des 3 corps, c'est en l'occurrence, un double et un troisième corps, n'est pas résolu. Actuellement, un de nos collègues, qui est probablement un des meilleurs chercheurs français de ce siècle, je vais citer son nom, puisqu'il est en retraite maintenant, il s'appelle Michel Hénon, est en train de faire une œuvre fondamentale sur les 3 corps. Je pense qu'on l'appréciera dans quelques dizaines d'années. Je ne pense pas qu'il ait le temps de le finir, puisqu'il a mis 35 ans pour écrire les 250 premières pages, et qu'il voudrait en faire 800. Donc s'il vit longtemps, eh ben, je pense que... Mais là, dans le problème des 3 corps, qui est un problème très important, mal compris, il y a encore un champ de recherche extraordinaire. Et souvent, on va un peu vite en voulant le résultat. En voulant, allez, je vais voir une Terre qui se forme, qui ne se forme pas, etc. Alors qu'il y a un travail fondamental pour comprendre les différentes familles de solutions, ce qui est possible, ce qui dépend d'un point de vue. Enfin bon, c'est encore un champ très ouvert de recherche. Mais autour du système double, on peut avoir des choses fort intéressantes, absolument. Et on n'est pas au bout de surprise. Et d'ailleurs, entre parenthèses, les nouvelles planètes qu'on annonce, est-ce que ça ne serait pas des étoiles doubles dont un des composants serait de faible masse, donc une planète, et donc des conditions de formation très différentes de ce que j'ai essayé de vous raconter pour le système solaire. Je ne sais pas. Merci. Oui. D'autres questions? Oui? Sans doute mal compris, mais... J'ai parlé trop vite. Pour une fois. Il y aurait donc, vous disiez, une collusion possible entre notre galaxie... Collision. Collision. Oui, collision, c'est plus grave. Pardon. Ça pourrait se produire. Oui. Mais comment c'est compatible avec l'expansion de l'univers? Ah, attendez, distinguez bien les choses. L'expansion de l'univers, c'est à grande échelle. Moi, je prends un objet qui est à 10 milliards d'années-lumière, et plus il est loin, plus il s'éloigne vite. Mais depuis tout à l'heure, je n'ai pas senti de votre part un éloignement à mon égard fort. Vous êtes toujours au même endroit. Et non seulement ça, mais si nous voulons, nous pouvons nous rapprocher. Et si vous êtes mal à Marseille, Marseille s'éloigne pas de Paris. Et il y a des dinosaures, il y a un machin qui a cogné, il ne s'éloignait pas. Et les galaxies de la main locale, il y en a qui se rapprochent. Vous savez que dans quelques centaines de millions d'années, on va avaler les nuages de Magellan. Donc allez profiter pour les voir, parce qu'on va les manger. Et donc les étoiles, nos étoiles de la galaxie, on se très excités à la vue de ce repas qui s'annonce, comme les papilles qui bougent. Hop, on va manger les nuages de Magellan, ils se rapprochent de nous. Andromède se rapproche de nous. Simplement, vous regardez où il est, quelle position, quelle vitesse, et ça se rapproche. Donc Andromède de la main locale, c'est local. Et l'expansion de l'univers, c'est à très grande échelle. C'est pas la même échelle du tout. Je sais pas, moi, pas connaître comme image, mais vraiment, l'univers, c'est. Allez, allons-y, d'ici à l'Espagne, et la galaxie Andromède, c'est ce qu'il y a sur ce machin. Donc les mouvements locaux l'emportent sur le substrat qui est en expansion, en fait, l'expansion de l'univers. C'est pas du tout la même échelle. Donc ne croyez pas que vous vous éloignez chaque jour des personnages que vous préférez dans la vie, pas du tout. Il y a encore un risque de se sauter malgré l'expansion de l'univers. Je voudrais vous rassurer. C'est possible. Encore des questions? Oui. Vous disiez que la composition des planètes dépend de la température, de l'éloignement des étoiles, dans laquelle les planètes extraterrestres et les grosses planètes qui sont assez proches des étoiles, comment ça... Justement, c'est ça le problème où, en gros, ce que je voudrais insister, parce que je ne veux pas donner des réserves, ce qu'on trouve actuellement sur la planète Terre, c'est passionnant. C'est un nouveau champ d'études qui est en train de se développer. On trouve, en gros, la leçon de l'histoire, c'est que l'environnement immédiat des étoiles, qu'on ignorait totalement jusqu'à présent, les étoiles c'est très brillant. Et donc c'est l'histoire du phare de marine et de la bougie. Si vous dites une bougie avec un phare de marine, vous ne regardez pas longtemps, mais pas la bougie, vous regardez longtemps, c'est ébloui. Donc c'est dur de voir quelque chose à côté. D'ailleurs, on ne voit rien à côté. Ce qu'on voit, c'est que l'étoile semble bouger un petit peu. Et ce qu'on y voit n'a rien à voir avec le système solaire. Ce qu'on y voit est passionnant, même c'est plus intéressant. Ça nous montre qu'autour des étoiles, il y a plusieurs situations possibles qui peuvent exister. Donc on a inventé un engin capable de détecter la présence éventuelle de gros objets, de grosses planètes,
très près d'une étoile, ce qui n'est pas la situation du système solaire. Et quand on a inventé cet engin, on a pointé plein d'étoiles, et on a constaté qu'un grand nombre d'entre elles, on en est à 30 ou 40, je ne sais plus exactement, eh bien effectivement possèdent un compagnon massif. Alors s'agit-il d'un système qui s'est formé dans des conditions que pour l'instant on ignore? S'agit-il, comme 80% des étoiles sont doubles, eh bien on comprend très bien que quand il y a deux compagnons, eh bien l'un d'entre eux peut être suffisamment petit pour en fait être une planète. Et donc le problème qui est posé, c'est celui de la formation des étoiles doubles, et non pas celui de la formation du système solaire. Ou s'agit-il d'un système solaire, exactement, c'est une direction dans laquelle les théoriciens se bougent beaucoup. Parce que moi, disons, moi je suis un très vieux machin, donc j'ai vu comment ça se passait, j'ai vu ce qu'on imaginait, j'ai vu qu'on interprétait. 6 mois s'étaient écoulés depuis la découverte de planètes géantes, que vous aviez 5 articles qui sortaient, vous expliquaient comment ça frotte sur le gaz, ça se rapproche, la migration. Ça, les théoriciens sont vraiment en fait. Et le meilleur exemple que je vous donne, c'est ceux de Neptune. On a eu le bonheur de les trouver en 84. Il y a depuis eu, comment dirais-je, une dizaine de théories expliquant où devaient être les satellites qui expliquaient le confinement des arbres. Et à chaque fois qu'on a regardé, ce n'était pas là. Et donc là, on a dit, il y a du gaz, ça frotte, ça a migré, la migration de type du 42, 43. D'accord, c'est intéressant. Il faut le faire. C'est comme ça que les astronomes progressent. Mais disons, il faut être prudent. Et à mon avis, on est un peu réducteur quand on veut tout voir comme le système solaire. Je crois qu'il faut être plus ouvert. Ma petite expérience de l'exploration du système solaire, c'est qu'en gros, moi j'ai eu 2 expériences qui m'ont marqué dans la vie. C'est quand j'étais petit, j'ai essayé de faire une théorie sur la note Saturne. Alors j'étais content, ils étaient si contents qu'ils m'ont donné un poste, donc ça me permet de manger le soir. Et puis, même c'est comme ça que les Américains m'ont invité à monter sur cette sonde Voyager qui explore le système solaire. Et j'avais trouvé quelque chose, c'est une relation entre l'âge des anneaux et la taille des particules. Et l'âge des anneaux, s'il était celui du système solaire, 4,5 milliards d'années, ça voudrait que les particules ont 12 cm de dimension, d'après la théorie que j'avais mise au point. Et on a fait un tir radar, on trouve 12 cm. Moi j'étais content. On envoie une sonde sur place, ce qu'on a vu était le contraire de ce que j'avais imaginé. Ça vous rend modeste. Alors, bon, la femme m'a pas foutu à la porte, bon, très bien, ils ont été contents, on a fait des trucs. Mais ça veut pas dire que je m'étais trompé. Ça veut dire qu'il y avait d'autres facteurs qui intervenaient, qui disaient que c'était autre chose. Donc, même si une observation va dans le bon sens, prudence. Même si une théorie dit que ça peut marcher un peu confiné, j'en avais pas fait les arbres de Saturne, j'ai un de mes étudiants qui a fait une théorie après sa thèse en expliquant comment on confinait, un autre qui a fait, etc. Et chaque fois qu'on a trouvé, par eux, aux États-Unis aussi, c'est jamais au bon endroit. Autrement dit, les théories sont nombreuses, et ce que je dis, c'est que si on imagine que nous sommes issus d'un disque tel que je l'ai décrit, on se trompe peut-être, mais ce disque tel que je l'ai décrit n'est pas adapté aux nouvelles planètes qu'on voit. Et vous savez que dans l'univers, ce qui caractérise un objet, c'est sa masse. Il n'y a pas des usines qui disent « toi tu seras étoile, toi tu seras planète, toi tu seras galaxie ». Non. Vous mettez n'importe quel matériau, vous mettez ensemble. Si c'est petit, c'est un grain de poussière. Si c'est plus gros, c'est un caillou. Si c'est plus gros, c'est un rocher. Si c'est plus gros, c'est un machin biscornu, on a vu. Si c'est plus gros, c'est sphérique. Si c'est plus gros, c'est la Terre. Si c'est plus gros, c'est Jupiter. Si c'est plus gros, c'est une étoile. Si c'est plus gros, c'est un amas d'étoiles. Et en gros, l'étoile ne peut exister que si elle a une masse comprise entre 1/10 de la masse du Soleil et en gros 100 fois la masse du Soleil. Donc plus petit qu'une étoile, moins massif qu'une étoile, c'est ce qu'on appelle une naine brune. C'est-à-dire un engin qui n'est pas une planète, qui a de la matière dégénérée au centre, et qui est en gros entre 1/100e et 1/10e de la masse du Soleil. Et en deçà d'1/100e, je chiffre grossier assez, eh bien c'est une planète, c'est Jupiter. Et on trouve des objets qui ont les masses que je vous indique, mais pourquoi ça ne serait pas un système double, dont un des composants serait moins fort, c'est tout. Mais quand je dis pourquoi, je n'en sais rien. Et pour l'instant, les théories de ces planètes dont on parle, on ne les a pas vues. Il y a même eu une image, et bon, je ne veux pas critiquer les journaux, parce que Libération, Le Figaro et Le Monde l'ont repris. Ils ont montré une photo. On voit une étoile, enfin une photo, oui, une photo, disons. Une étoile et un point noir à la planète devant. En disant, tu sais, il y a des découvertes importantes, on a confirmé la planète. Cette photo était un dessin illustré, et tout le monde a cru qu'on voyait la planète. C'était un dessin qu'avait fait le chercheur, qui avait un petit besoin de crédit d'ailleurs à cette époque-là, qui a fait un peu de pub à la NASA, qui a fait un communiqué de presse, et tous les journaux l'ont repris. Et moi j'ai dit aux journalistes, mais vous êtes bien gentil, mais pourquoi vous prenez cette nouvelle-là qui n'est pas très important, mais il y a plus important, le disque que je vous ai montré est plus important. Ils m'ont dit, mais tu comprends, j'ai déjà beaucoup de peine à convaincre mon rédacteur en chef de parler de science. Et si je parle de science qui n'est pas la même chose que le concurrent, je me fais jeter. Le gars me dit, comment le monde de Libération parle, t'en parles pas, t'es un mauvais, j'en prends un autre. Donc tout le monde dit la même chose, c'est comme la NASA, un service de pub. Vous savez que 2% des crédits de la NASA sont consacrés à la diffusion, ce qui est bien. Mais au lieu de diffuser, ils font de leur pub. Des Américains, c'est les plus grands, c'est les plus beaux, c'est les plus forts, on reconnaît. Hein, bon, ils sont encore jeunes, il faut les rassurer, il faut pas les... Mais il y a de vraies nouvelles importantes. Et ce que je veux dire, c'est que dans tout ça, dans ce fatras de bruit, les scientifiques eux-mêmes ont de la peine à s'y retrouver. Et donc, ce que je veux dire, il ne faut pas être réducteur. Il ne faut pas croire que c'est comme... Alors, la migration, ça marche, peut-être, j'en sais rien. Après, il faut qu'il y ait des gens qui bossent sur la migration, voir si c'est bon. Simplement, je dis prudence. Ben, parce que c'est mon grand âge qui vient de le dire, c'est tout. Hein. Bon, je sais pas. Je réponds un peu longuement en question parce que je vois peu de mains qui se lèvent. Alors je dis que je vais occuper le terrain, c'est comme journaliste, quand l'image ne vient pas, donc il vient en tête. Donc,
Donc, quelles sont les autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Oui. Pendant combien de temps peut-on recevoir des signaux de la sonde Voyager? Alors, vous avez un émetteur qui fait 20 watts. Il y a moins de votre ferme de chevet chez vous. L'engin est à maintenant 5 milliards de kilomètres de la Terre. Et ce qui va limiter, c'est pas tellement la distance, parce qu'il suffit, si on parle parfois, d'en mettre des grandes oreilles. Les grandes oreilles, il y a 3 grandes oreilles, une en Californie, une en Espagne et une en Australie. Ce sont le réseau qui la Terre tourne sur elle-même, et toujours l'antenne pointée. Et c'est plutôt la fiabilité de l'engin. Et en ce qui concerne Voyager 1 et 2, on devrait émettre en 2015 à peu près. Au-delà de 2015, les Américains nous disent vous savez, vous avez commandé une sonde qui devrait marcher 3 ans. Et bon, ça a été lancé en 77 quand même. Donc on pense qu'à ce moment-là, on sera une centaine de fois la distance Terre-Soleil, c'est-à-dire 150 millions, on sera à 15 milliards de kilomètres de la Terre à ce moment-là. Et donc on devrait mettre jusque là. Alors quand je dis 2015, je m'en voulais pas si c'est 2012, c'est 2018. En gros, c'est ça, avec un émetteur de 20 watts. C'est une technologie préhistorique. Hein. La sonde était conçue en 72. Dites-vous que l'ordinateur de bord, si vous allez acheter à votre petit cousin ou à votre fils au supermarché du coin un petit machin à 80 francs, ça serait une technologie extraordinaire par rapport à l'ordinateur de bord conçu en 70. Et ça marche toujours. Donc c'est très joli. Et donc ça nous donne des signaux. Vous savez qu'on cherche la limite du système solaire. Et on se dit, il y a le milieu interstellaire, c'est-à-dire ce qui circule entre les étoiles, le milieu interplanétaire, et si on passe la limite, il va y avoir une discontinuité. Et est-ce qu'on va, les sensors, c'est pas la caméra, c'est les autres instruments. Et donc, est-ce qu'on va sentir cette discontinuité? Pour l'instant, on ne l'a pas encore senti. Et si la limite est à moins de 100 fois la distance Terre-Soleil, on saura peut-être où sont les propres limites de notre système solaire. On saura peut-être, mais avant 2015. Si en 2015 on n'a pas la réponse, c'est que c'est au-delà. Héliosphère. Comment? Héliosphère. Héliosphère, c'est ça, absolument. Qui est très hélio, mais qui n'est pas sphère du tout. Parce que c'est un machin qui se tord. Je vais répondre. Hein. Question? Ah. Bon. Oui. Encore une? Il y en a une, deux. D'accord, allons-y. Une et puis deux, allez-y. S'il vous plaît, parlons du Soleil. Vous l'avez présenté à une certaine position, fort éloignée du centre de la galaxie. Oui. Il me semble avoir entendu un jour un exposé où on présentait que le Soleil mire à travers certains bras des spirales de la galaxie. Peut-on dire que le Soleil s'éloigne du centre ou se rapproche? Non, en gros, il tourne sur un mouvement circulaire. Première approximation. Tout à fait. En gros, le Soleil est situé à environ, je ne sais pas, 30 000 années-lumière de son galaxie. En gros, il tourne à 250 km par seconde. Vous avez des bras spiraux, et le Soleil, il se déplace à une vitesse différente des bras. Donc, de temps en temps, il traverse un bras, de temps en temps, il traverse un autre bout, et il tourne sur un orbite circulaire. Et ce sont d'autres étoiles qui ont un mouvement par rapport au Soleil relativement important, qui sont en fait des orbites elliptiques. Mais enfin, faiblement elliptiques. Donc, en gros, dans le mouvement, vous devez comprendre qu'on passe son temps à bouger, puisqu'on tourne sur nous-mêmes, 40 000 km en 24 heures. On tourne autour du Soleil à 30 km par seconde. Le Soleil tourne au centre de la galaxie à 250 km par seconde. La galaxie se dirige vers Andromède. Notre amas d'étoiles, de la galaxie dans laquelle on est, se dirige vers la main de la Vierge, très attiré par la main de la Vierge, je ne sais pas pourquoi. Là, on est à 1000 km par seconde. La main de la Vierge va vers le grand attracteur, de l'autre côté de la Voie lactée. Là, c'est un peu plus vite. Et dans son ensemble, il va en expansion. Donc les mouvements, ça bouge dans tous les sens. Il y avait une autre question, je crois, par vous. Oui. Vous avez parlé des planètes d'information. Et concernant les comètes, est-ce qu'on a plus d'explications de la provenance de l'origine des comètes? Et pour quelle raison est-ce qu'on peut soulever que de place? Alors déjà, le noyau de Halley a été une grosse surprise. Je me souviens, je faisais partie des comités qui en 1982 sélectionnaient les engins qu'il fallait mettre. Et donc on avait fait des exposés entre nous pour imaginer ce à quoi ressemblait le noyau de la comète de Halley. Et je peux vous dire, tout ce qu'on a imaginé n'a rien à voir avec ce qu'on a vu. Là, c'est la première surprise. Toujours les anecdotes que je cite, l'anecdote, la mission Voyager à laquelle j'ai eu la chance de participer, nous faisions des paris entre nous scientifiques. Et l'objet du pari, c'était de prévoir ce qu'on allait voir dans 8 jours, dans 15 jours. Et l'idée, on allait décrire Triton avant de le voir, Io, etc. avant de le voir. Et l'objet, c'est celui qui perdait offrait un bon repas dans le meilleur restaurant aux autres. Et en gros, on a tous perdu. Donc on a beaucoup mangé. Et vous savez que astronomie, gastronomie, c'est pas top. Hein, bon, alors donc, pour revenir à... Oui, je me souviens d'une enveloppe ici, Institut de Gastrophysique. Et alors donc, revenons à nos moutons. Les comètes, le grand problème est maintenant. Je vous ai dit, les comètes, c'est un morceau de la nébuleuse qui a formé les planètes. Alors, comment ça s'est formé? Alors, il y a deux manières de former les comètes.
où vous les formez relativement près du Soleil. Là, les conditions sont réunies, il y a cette densité de matière, c'est possible. Mais comment vous les faites migrer pour former ce fameux nuage de Oort? Deuxième condition, et là, on a un problème dynamique. C'est-à-dire le temps qu'il faut pour le nuage de Oort est un petit peu supérieur à la système solaire. Donc on a un problème. Je suis très schématique. Hein. Et puis maintenant, l'autre idée, c'est que du point de vue dynamique, ça nous arrangerait que ça semble presque très loin. Mais alors là, il n'y a pas cette densité de matière. On ne voit pas comment on peut agglomérer des morceaux de comètes ensemble. Alors, une idée qui a été pas mal développée, c'est que les comètes se formaient plutôt dans la région de Neptune, Neptune-Uranus, et que ces planètes auraient joué un peu le rôle de front, on aurait projeté ces objets dans toutes les directions pour finalement, par ce nuage de Oort, qui est une sphère, aussi remplie d'ailleurs près du Soleil que loin, c'est pas contrairement à ce qu'on croit une coquille, c'est une sphère où il y a du monde près, mi-chemin, etc. Mais nous ne voyons, nous, que les comètes qui passent près du Soleil. Même la comète de Halley, qui est pas très loin en fait, qui est du côté de Jupiter, quelque chose comme ça, on n'en voit plus. Donc nous voyons, et les comètes qui passent près du Soleil, c'est celles qui ont subi des perturbations, qui les ont projetées vers le Soleil, et c'est de ce mouvement de ces comètes perturbées, qui tombent sur le Soleil en gros, que nous en déduisons tous les autres. Et en gros, l'image qu'on est d'astronome, c'est depuis le travail de Oort en 1950, c'est que les planètes, le Soleil et les étoiles jouent au ping-pong. Je veux dire par là, imaginez le Soleil et une comète qui a une orbite qui est une ellipse. Les planètes qui perturbent une comète, on appelle au péril, qui est très près du Soleil, les envoient à toutes les distances, très loin, très près partout. Et quand une comète est loin du Soleil, par exemple à 100 000 unités astronomiques, 100 000 fois les 150 000 km de distance Terre-Soleil, là, les étoiles les plus proches commencent à être à distance pas négligeable, c'est-à-dire 2-3 fois celle du Soleil. Et donc les perturbations des étoiles les plus proches sur une comète, eh bien, peuvent très bien faire fuir la comète, la faire tomber sur le Soleil, ou lui donner une orbite différente. Et donc ce jeu de ping-pong où les étoiles perturbent les comètes dans leur endroit le plus éloigné, et les planètes perturbent les comètes dans leur endroit le plus proche, fait un petit jeu thématique qui fait que nous avons observé 2000 comètes depuis l'Antiquité. Ces 2000 comètes se réduisent à 650 objets. On a déduit de ces 650 objets la présence probable de 1000 milliards de comètes, 10 puissance 12. Donc l'extrapolation est énorme, et on comprend mal, il y a un problème. Moi, quand j'étais petit, mais ça il y a 20 ans, j'avais fait avec quelques amis des simulations pour savoir comment marchaient les comètes. Bon, des gens maintenant travaillent ça. Il y a la théorie de Dupont, la théorie de Durand, etc. Mais c'est encore, ça demande à être vérifié, ça demande à être. En gros, on a ce problème. Du point de vue dynamique, on est un peu court en échelle de temps, et du point de vue densité, on est un petit peu juste si on est trop loin. Donc c'est un problème ouvert. Je peux dire quelque chose? Vas-y. Si tu as des comètes qui sont influencées par les étoiles les plus proches, ça veut dire en gros que la densité de comètes, la limite remplit tout le milieu interstellaire finalement. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on imagine une puissance 12 comètes, et ça signifie que dans les calculs, si l'ordre qu'on a repris par la suite, nous pensons que la moitié des comètes du système solaire initial se sont en fait évadées. Ce qui est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que si toutes les étoiles ont des comètes, elles en fait partie. Et donc le milieu interstellaire est plein de comètes. Donc déjà pour le voyage, comme il y a beaucoup d'eau sur les comètes, vous ne manquerez pas d'eau. Et comme vous savez que dans le milieu interstellaire, il y a de la gueule éthylique, il y a ce qu'il faut pour un voyage agréable. Hein. Donc pas besoin d'en prendre des provisions, il y a tout ça. Mais tu as raison, c'est bourré de comètes, à part que c'est des petits machins qui ne voient pas. Ça donne pas la se cacher. Ah non, ça donne pas la se cacher. Ça donne pas la loin de là. Parce qu'une comète, c'est-à-dire, si toutes les comètes étaient rassemblées ensemble, vous auriez moins de Jupiter, nettement moins. Donc, alors que Jupiter, c'est un millième du Soleil. Donc, pour la masse cachée, là, tu l'as dans le 0. C'est pas. Bon, autre question? Je n'ai pas tout dit, mais il y a une question. La dernière. Tout à l'heure, oui. On voyait une superbe image du télescope spatial Hubble. On voyait une étoile en formation et avec de la matière qui partait vers le haut. La question est la suivante, parce que j'ai pu comprendre. Quels sont les repères de distance par rapport au système solaire, par exemple? Pour comprendre, comment dire, on voit une étoile oui. qui se forme, d'accord? Le repère de taille, nous par exemple du système solaire, on sait que c'est environ 7 milliards de kilomètres, grosso modo. À peu près. Oui. Par rapport à une image, certaines images du type de Hubble, on n'a pas toujours le repère. Ah, vous voulez dire, je n'ai pas donné les échelles. Non, mais nous connaissons les distances des objets, parce qu'on a différentes méthodes pour ça. Je n'ai pas, évidemment, à chaque occasion, je n'ai dû le faire, je ne l'ai pas fait. Et donc, connaissant la distance et connaissant l'apparent, on a la taille. Et je vous ai montré des images, par exemple, le petit berceau que j'ai montré, ça fait en gros, disons, 2 fois la taille du système solaire, à peu de choses près. Les jets que je vous ai montrés,
Alors il y en a qui font 10 fois la taille du système solaire, il y en a qui font 5 fois, bon je sais plus lequel fait quoi, je sais pas là. Et c'est ça, c'est pas 10 millions de fois et c'est pas un millionième, hein, c'est ça que je veux dire. C'est en gros les échelles. Mais on les a les échelles. Simplement j'ai voulu illustrer le propos, ça explose, il y a un disque et donner des idées. Mais on a tout ça, ça c'est mesuré avec une grande précision même. Parce que là on parle d'objets qui sont proches de nous. Hein, ces maternités dont je parle, c'est très près de la Terre. C'est pas à l'échelle de l'univers dans son ensemble, pas du tout. On a ça, et voilà votre détail. Donc, ce que je veux dire, une question intéressante parce que ce sont des tailles qui correspondent à la taille du système solaire, chaque année. D'où l'idée que peut-être qu'elle se passe ailleurs, hein, mais on n'est pas encore là. Bien, je crois qu'on pourrait poser encore des dizaines et des dizaines de questions, je suis persuadé. Je crois qu'on va s'arrêter là et on va encore remercier Frédéric.